Madame, mademoiselle, monsieur, bonsoir et bienvenue. C'est le retour de Ça se discute. Troisième génération. Bonsoir. 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 Nous avons donc décidé pour cette troisième année de consacrer notre première année de la saison au scoutisme. Et franchement, quand je vous vois, j'ai du mal à regretter. Vous êtes très beau. Ça fait un peu démago, mais c'est vrai que vous êtes très impressionnant. Cette émission sur le scoutisme est une émission quasiment intemporelle. C'est vrai qu'on aurait pu la faire il y a 2 ans ou dans 2 ans, tant les guides, les scouts de France, les scouts d'Europe, les éclaireurs sont tous rassemblés dans un mouvement intemporel et vivace depuis le début de ce siècle et qui continue encore aujourd'hui à rassembler des centaines de milliers de personnes, ne serait-ce que dans ce pays et de tout âge, qu'on va pouvoir le vérifier. Alors si nos invités de ce soir ont accepté de se réunir sous une seule et même bannière, c'est parce qu'ils ont bien sûr plein de points communs, l'amour de la nature, le respect des autres, peut-être aussi l'apprentissage de la responsabilité. Et pourtant, dans cette discussion, y regarder de plus près, on va s'apercevoir que les chemins qu'ils empruntent pour parvenir à ces buts communs sont souvent très différents. Certains sont laïcs, c'est le cas des éclaireurs, d'autres sont pratiquants, croyants et pratiquants, certains sont ascétiques, d'autres plutôt attirés par des pratiques beaucoup plus ludiques, certains sont conservateurs, parfois très conservateurs, certains sont progressistes, et on va le voir sous la tente, parfois très progressistes. À côté de nos invités principaux, qu'est-ce que j'ai dit ? Des anciens scouts, M. Romain Bouteille est avec nous, un ancien éclaireur, entre 10 et 20 ans. C'est pas de ma faute. Non, mais ça vous laisse quelques souvenirs, on en parlera. Et Monsieur Kofi Yamian, ancien secrétaire d'État à l'intégration, qui a été scout de France au Togo entre 12 et 16 ans, si ma mémoire est bonne. Tout à fait. Guide de France également, qui est avec nous. Très mignonne, mademoiselle. Des reportages, évidemment, dans cette émission. Beaucoup plus de reportages, finalement, dans la nouvelle formule de Ça se discute pour cette troisième année. Des reportages, notamment, sur nos 3 invités principaux, enfin nos 4, puisqu'il y a un couple, que je vous présenterai dans un court instant. Et puis, Ça se discute, c'est aussi la possibilité pour une personnalité pas directement liée à notre sujet d'être notre premier spectateur. Pour nous, c'est important de savoir comment cette émission est perçue, encore heureux. Et nous avons invité ce soir un comédien, un metteur en scène, qui est également directeur du théâtre de Nice, ce soir donc dans le rôle exigeant du spectateur privilégié, mais il a relevé d'autres défis. Je vous demande d'accueillir Jacques Weber. Bonsoir Jacques. Jacques Weber qui interprète depuis hier soir au théâtre Hébertot à Paris Gustave et Eugène, un texte inspiré de la correspondance de M. Gustave Flaubert. Vous aviez 15 ans à l'époque, vous avez été pendant 15 ans cœur vaillant. Oui, oui. Et alors c'est terrible, j'ai très peur aujourd'hui parce que je me souviens qu'il y avait une grande compétition et une grande guerre entre les scouts et les cœurs vaillants à mon époque, c'était assez rigolo. On était nous les scouts du pauvre, voilà. C'était ce qui se disait, c'était pas une réalité bien évidemment. Ouais. Ça va recommencer. C'était à cœur vaillant rien d'impossible, les scouts toujours prêts, c'était ça la dualité. Quoi, voilà, d'accord. Qu'est-ce que vous attendez d'une émission comme celle-ci, aujourd'hui en 96 que ça se discute justement, on va voir. On compte sur eux, très bien, bien joué. Merci Jacques. Florian Gazan est également ici pour recueillir les questions qui pourraient être posées par tous ceux qui sont derrière vous et même devant vous, Florian. Ils sont nombreux. Oui, donc des questions qui passeront par l'intermédiaire de ces petits papiers, ces petits crayons. Oui, de vrais BA. Laissez-nous des questions, des remarques. Pas la peine de sortir les couteaux suisses, les crayons sont déjà taillés. Pas la peine de fabriquer de la pâte à papier, les blocs sont fournis. Donc là, honnêtement, il n'y a qu'à poser, quoi. Hein. Un mot sur Sylvia? Oui, ben, Sylvia n'est pas avec nous parce que Sylvia attend un heureux événement et c'est encore beaucoup plus important. Donc on l'embrasse sur son ventre qui est déjà bien rond. Regardez. Alors toi, toute l'équipe de Ça se discute. Ciao Sylvia. La retraite de la France. Je vous présente nos invités principaux, commençant par Geneviève et Alain. Bonsoir tous les deux. Bonsoir. Geneviève, vous êtes psychothérapeute, Alain, informaticien, responsable informatique. Vous représentez ce soir les Scouts de France. Bon, c'est pas un concours d'applaudimètres, je suis content que, en tout cas, vous les encouragiez. Geneviève et Alain, vous êtes mariés depuis quelques semaines maintenant? 30 ans. 30 ans. Pile. Et vous encadrez chaque été des camps plein vent. Nous regarderons pendant cette émission un reportage que nous avons consacré cet été. En voici quelques secondes pour nous mettre en appétit et faire connaissance avec vous. Bonjour
Alain et Geneviève Delahaye habitent à Nancy et sont l'illustration parfaite du scout toujours. Tous les deux viennent de passer le demi-siècle et tous les deux sont toujours dévoués à leur mouvement. On est mariés depuis 30 ans cette année. Il y en a qui rêvent de partir en Égypte ou je sais pas où. Enfin, moi, je prends autant de plaisir à être là, à permettre à des gamins d'être heureux. Je dédicace à tous mes blocs, tout ça. 15 jours par an et pendant leurs vacances, ils animent des camps réservés à des jeunes en difficulté. Parole de scout. À vos côtés, à moins que vous vouliez déjà faire un petit commentaire sur ce que vous venez de voir. C'était l'arrivée. D'accord. Vincent de Corbier, bonsoir. Vous avez 21 ans, Vincent. Vous avez 21 ans, vous êtes étudiant à Sciences Po Toulouse, vous êtes scout d'Europe. Voici quelques images d'un reportage que nous avons consacré. Comment veux-tu que je m'embrasse quand on me dit du mal de toi? À 21 ans, Vincent est scout d'Europe depuis 12 ans. Cette association n'est reconnue ni par la Fédération française ni par l'Organisation mondiale du mouvement scout. Les scouts d'Europe sont nés en France en 1958. Ils prônent un retour aux valeurs chrétiennes traditionnelles. L'idée qu'on a de la route, c'est servir Dieu en servant l'homme. La finalité, c'est d'avancer, c'est d'avancer vers Dieu parce qu'on est catholique et c'est avancer aussi dans notre vie d'homme. Vincent et ses camarades prônent donc l'effort, ils marchent, l'ordre, ils portent l'uniforme et la foi, ils prient. Pouvez-vous boire à la coupe que je vais boire? Commentaire, Vincent? On verra ça au cours de l'émission. D'accord. Donc avec vous, on parlera d'un mouvement qui n'a pas toujours bonne réputation. Je pense que vous me l'accorderez. Vous nous répondrez sur votre engagement. L'importance que vous accordez à la foi, également à l'effort physique, et puis ce que vous souhaitez apporter à votre prochain, également dans le cadre du scoutisme, comme tous ceux qui vous entourent. À vos côtés, Géraldine Terral. Bonsoir, mademoiselle. Bonsoir. Bonsoir, mademoiselle Terral. Vous êtes en classe de 3e, vous avez 14 ans. Oui. Vous avez déjà beaucoup de responsabilités dans le cadre des éclaireurs. Oui. Vous êtes éclaireuse de France. Voilà. On va démarrer l'émission avec l'intégralité du reportage que nous vous avons consacré cet été. Donc ambiance et méthode chez les éclaireurs de France, où la mixité et la laïcité font partie de votre règle d'or ou de vos règles d'or. Reportage de Miguel Gonan et de Gilles Bornstein. Je mets les affaires dans mon sac. Hein? Donne tout ce qu'il y a. Faire son sac, c'est déjà partir. Partir 3 semaines, partir sans les parents mais avec les copains. Géraldine a beaucoup de copains, ils se classent en 2 catégories étanches, les éclaireurs et les autres comme Virginie. Virginie, tu la vois faire ses affaires pour partir en camp, ça te fait envie ou non? Non. Non. Non, ça m'a jamais intéressé. Je la connais depuis le cours préparatoire et elle m'en a toujours parlé, mais ça m'a jamais intéressé. Géraldine, quand toi tu dis que t'es éclaireuse, Ouais. tes copains et tes copines, ils ont plutôt tendance à t'envier ou à se moquer de toi? À se moquer de moi. Mon premier rapport, c'est ah oui, Jésus, tu reviens. Ils ont l'impression qu'on s'amuse pas. Et en fait, ils confondent scout et éclaireur, tandis que c'est pas du tout la même chose. T'aimes pas qu'on t'appelle scout? Non, j'aime pas. Les éclaireuses et éclaireurs de France, l'une des 6 associations du scoutisme français, une spécificité, la laïcité. Il n'y a pas de religion, c'est-à-dire que tout le monde peut y aller, qu'on soit juif ou catholique. On regarde pas, même on lui demande pas. Quand on rentre, on ne demande pas quelle religion t'es. À tout juste 14 ans, c'est déjà la 7e fois que Géraldine part camper. Ses parents séparés n'ont là-dessus aucune divergence. 3 semaines sans elle, c'est long, mais ils savent que ces 3 semaines apportent à leur fille ce qu'elle ne trouve pas à l'école pendant toute une année. L'école, on enseigne. Là, on apprend à vivre. La différence, c'est là. Elle a un but, elle discipline son caractère, elle fait attention aux autres, elle est à l'écoute des autres obligatoirement. Elle vit dans une communauté, elle est obligée de s'intégrer à ça, autrement ça ne marche pas. Tu veux que je t'emporte là? Ouais. Si, ça la change, hein. C'est sûr que bon. Puis là, ça fait quelques années quand même qu'elle y va, et donc bon, elle prend un peu plus d'assurance tous les ans, et puis ça la met un peu plus à l'aise pour les choses de la vie, quoi. 7 h du matin, base de loisirs de Castres, 50 enfants surexcités,
avec un foulard pour tout uniforme. Des adieux vite expédiés à des parents à la gorge nouée. Géraldine, dis au revoir à papa et maman avec le sourire. Oui, attends. Début du voyage où l'on constate qu'ici l'ordre n'est pas une priorité. J'entends rien. Ils sont revenus, il y avait Céline à 4 pattes en train de remettre son jean. Arrivé au camp de Grama dans le Lot, entre Rocamadour et le gouffre de Padirac. C'est le pied. C'est du cul. Non mais n'empêche, c'est ici à peu près c'est quand même assez étendu. Moi je trouve qu'il y a facilement 3 équipages qui rentrent là. Dès l'arrivée, répartition de la place disponible entre les équipages. Comme ça, t'as vu tous les arbres que t'as pour faire les arbres. Ouais, mais eux, ils veulent mettre la tente là, donc je le mets sous les 2 arbres là-bas. Ça me revient au même. Hein, bah attends, et moi j'ai aucun arbre, il est pelé mon terrain. Bon, qui c'est qui les prend? À 14 ans, Géraldine est une éclaireuse assez expérimentée pour être CE, coordinatrice d'équipage, responsable de 6 patrouillards. Tu la mets là, comme ça, on met la tente des mecs là et la tente des filles là. Tu vas... ouais, tu peux reculer un peu. Comme ça, là, il y aura la place. Ouais, c'est bon. Je mets un peu d'ordre dans l'équipage si ça va pas. Je fais attention à l'équipage. Si quelqu'un se sent pas bien en harmonie avec les autres, n'est pas bien accueilli, je fais ça, je mets des règles quoi un peu. Donc, même boulot pour Mathieu dans la tente voisine. Mais demain, vous serez de vaisselle. Le lendemain d'intendance, ça veut dire que bon, on devra aller chercher la bouffe, tout ça à l'intendance. On a une part de responsabilité plus grande par rapport aux autres. Parce que bon, les patrouillards ils peuvent toujours aller voir leur CE et leur CE leur donnera des conseils. Ah oui. Voilà, t'as tout bougé. Ah mais ça brûle. Moi, je suis obligée de faire les finances quand on part en explo. Par exemple, là, on va être 7, on va me donner 750 francs pour 2-3 jours. Et je vais devoir le gérer. Dès que je vais dans un magasin, je vais demander le ticket pour mettre ce qu'on a acheté, tout ça. Faire attention à ce qu'on achète, si les repas sont équilibrés. Voilà. T'es la nounou du groupe. Ouais, on peut dire ça. Aux Éclés, on est déjà chef à 14 ans. Les responsables, les vrais, sont à peine plus vieux. Et les parents vous font confiance généralement? Oui, ouais. Généralement ils sont surpris quand ils voient nos têtes, quoi. Ils sont surpris de nous voir si jeunes. Et surtout, quand on est directeur, de voir des directeurs à 21 ans, ça leur fait un peu bizarre. On apporte aux enfants une sécurité physique et affective autant qu'on le peut. Mais c'est vrai que bon, il faut pas. Quand on commence à se pencher sur les textes de loi qui parlent de la sécurité et tout, il vaut mieux pas trop les avoir en tête, sinon on ne fait rien, on panique et on fait rien. Enfin, ils sont pas trop dissipés, ils sont assez responsables, donc on sait qu'on n'a pas de gamins à problème. Donc. Il n'est pas toujours facile de se faire Géraldine. Un peu plus loin, les 15-19 ans, les aînés, souvent 10 ans de scoutisme derrière eux, et des jugements bien arrêtés sur certains collègues. Et les scouts d'Europe, c'est quoi pour vous? Là, c'est pas pareil. Là, les scouts d'Europe, c'est ceux qui aiment souffrir et qui... J'ai pas d'intérêt pour eux, quoi. Une fois, on a fait un camp avec Pauline et on les a vus, ils revenaient, ils marchaient depuis 60 bornes le matin, quoi. Ils s'étaient levés à 5 h du matin, le sac à dos plein, et puis ils étaient contents, quoi, de le faire. Des fois, ça tend vers le fascisme, quoi. Oui, voilà. Oui, souvent. Oui. C'est-à-dire que souvent, quand ils nous voient ou quand on les voit, ils portent pas intérêt l'un envers l'autre. Ouais. Ils sont racistes pour moi. C'est clair, net. Clair, parce que, enfin, je sais pas, mais chez eux, on voit pas de gens basanés ou on n'en voit pas. Ouais, et tu fais attention que ça.
Merci. Bon appétit, titi, titi, la oublia, nous t'ajoute, bon appétit, titi. Doucement, doucement, doucement s'en va le jour. Doucement, doucement, à pas de genoux. Aujourd'hui, c'est le carnaval des couleurs à Rodez. C'est tous les éclés qui se rassemblent. Sophie Géraldine et 5000 éclaireurs de France, 18 jours et quelques veillées plus tard pour l'ouverture de l'opération Mosaïque. Mosaïque, c'est 1000 projets de solidarité en 3 ans. Ils concernent l'environnement, l'humanitaire ou la santé. Des projets qui seront menés dans chaque département et comme toujours chez les éclaireurs, ça commence par une chanson. On n'a plus le droit de rester tout seul chez soi, les copains. Pour cette cérémonie d'ouverture, on a battu le rappel des anciens. Jean-Jacques Goldman, Julien Clerc ou Charles-Élie Couture furent éclaireurs. Oui, mais aujourd'hui, ce sera Hugo Frey. Merci à Hugo Frey d'être avec nous aujourd'hui à Rodez. Tiens bon la vague, Iseo, Santiano, si Dieu veut, nous irons. Ah, vous pouvez vous applaudir en arrière. Hein. Vous voulez jeter un commentaire, Géraldine? Ça va. Qu'est-ce qui va moins alors? Non, non le reportage m'a plu. Ouais. Vous vous embêtez souvent sous la tente? Excusez-moi, je ne vais pas parler que de ça, évidemment. Mais... Non, non, ils ont fait exprès, là. Et vous arrivez à reprendre l'autorité sur eux dans ces cas-là? Oui. Est-ce qu'on vous apprend à avoir de l'autorité, à exercer de l'autorité sans être trop contraignante vis-à-vis des plus jeunes? C'est-à-dire qu'on se fait respecter déjà, donc l'autorité, elle est déjà par rapport à eux. Parce que si on leur demande quelque chose, ils le feront. Parce qu'on leur demande toujours gentiment, on ne crie pas dessus. On a le même âge qu'eux, ou 1 an de moins, ou 2 ans, donc on ne voit pas pourquoi on crierait dessus. Se faire respecter sans menace de punition ou des choses comme celle-là? Ouais, voilà. Il y a des punitions? Non, non, pas du tout. Jamais? Non. Et quand quelqu'un fait... Je découvre, quand quelqu'un fait une bêtise, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on lui dit que c'est pas bien, qu'il ne faut pas le refaire. D'accord. Non, avant tout, on est des copains pour eux. Ouais. Bien. Frédéric, est-ce que vous avez retrouvé chez les éclaireurs la même ambiance que chez les guides de France, qui ne sont pas mixtes? Eh bien sûr, on retrouve des choses. Hein. Par exemple? Par exemple, ce qu'elle vient d'expliquer, où il y a un chef d'équipe qui est un petit peu chargé de faire le lien avec la cheftaine et de sentir si quelqu'un n'est pas bien. Ça, je le retrouve beaucoup. L'ambiance est aussi débridée? Je crois que c'était assez chaud, moi, non? Oui, sympathiquement, mais, sympathiquement. En fait. Non, on a des moments comme ça de rigolade, où on s'éclate, où on chante, où quelquefois on dit un peu n'importe quoi, tout ça, mais il y a des moments plus calmes, où on essaye de réfléchir sur des choses. Voilà, c'est la vie, quoi. Des Vous trouvez ça mieux que les garçons soient séparés des filles, en l'occurrence des filles des garçons? Je trouve, oui, je trouve des avantages. Les guides ont choisi de préserver ça. Parce que je trouve dans la société où la mixité est partout, où à l'école, il y a les garçons, les filles, je trouve que c'est important de garder des espaces de vie où les filles arrivent à se retrouver entre elles. Parce que je les trouve, moi j'ai mon expérience, j'encadre des filles de 14-16 ans, donc elles commencent à bien découvrir plein de choses. Et je trouve important qu'elles arrivent à avoir des lieux où elles sont toutes seules, du coup elles sont plus naturelles. Elles sont elles arrivent à exprimer des choses qu'elles n'exprimeraient pas s'il y avait des garçons, parce qu'il y aura un jeu de séduction. Donc ça serait moins facile. Mais ça n'empêche pas qu'avec elles, je discute de leur relation, parce qu'elles commencent à découvrir un petit peu les garçons. On en parle des garçons. Mais je les trouve plus décontractées. Le camp que je viens de vivre avec elles, je pense que les choses n'auraient pas été semblables s'il y avait eu des garçons au milieu.
je pense que quand ils sont réunis, ni l'un ni l'autre ne serait naturel et arriverait à sortir les choses qu'ils ont sur le cœur comme ça. Quoi. Aussi spontanément. C'est votre opinion, Vincent, aussi? Oui, tout à fait. Je pense qu'effectivement, au niveau pédagogique, les garçons et les filles ont des attentes différentes à un certain âge. Et en fin de compte, arriver à leur permettre de développer ces attentes peut permettre effectivement d'avancer et de progresser. Bon, maintenant, il y a des moments où une cohabitation, ou une mixité, ou une rencontre peut être très favorable, et des moments où effectivement il faut préserver un petit peu ces attentes et ce besoin où, quand les garçons se retrouvent entre eux et où les filles ont besoin de se retrouver entre elles. La mixité, vous n'êtes pas contre, a priori, à vous voir tous les deux côte à côte? Non. Non, ils sont effectivement ensemble à l'école, dans la famille, mais on a envie de leur faire découvrir la complémentarité, que des filles et des garçons, ça ne réagit pas pareil, mais que ce n'est pas forcément plus idiot parce qu'on est garçon ou plus idiot parce qu'on est fille, mais que c'est différent et que c'est finalement très chouette d'être différent. Vous avez un nom de totem, tous les deux? Non. Non, vous n'en avez jamais eu? Jamais non, eu? Il y a longtemps que ça ne se fait plus chez les Scouts de France. C'est depuis combien de temps? Moi, je ne l'ai jamais connu. Ouais. Donc, et vous, Vincent? Non plus, non. Ça perdure parce qu'en fin de compte, les anciens, effectivement, ont ce nom-là, mais actuellement, non, c'est quelque chose qui est plus ou moins tombé en désuétude. Vous avez un surnom? Vous avez un... Non. Oh. Allez. C'est une vraie question parce que je ne connais pas la réponse. Oui. À un camp, on m'a appelé nounours affectif. Ça vaut ce que ça vaut. Ouais, ça vaut ce que ça vaut. C'est mignon. Vous n'allez pas dire que vous n'avez pas de surnom quand même, vous ne connaissez pas de surnom? Non, à un camp où on m'avait demandé de garder les enfants des responsables, il y a un petit garçon de 8 ans qui m'a dit au bout de 5 minutes « Je peux t'appeler Mamie Nova ?» Ouais, bon. Vous n'avez pas été totémisé non plus? Non, pas moi. Non. Mademoiselle? Non. Romain, on a essayé de vous totémiser il y a quelques jours. Oui, on a essayé. Mais j'étais le plus vieux là. Ouais. Ah bon. C'était trop tard, il n'y avait plus rien à faire. Ouais. J'ai pris un gros bâton, puis il venait de me réveiller pour ça. Alors j'ai tapé dans le tas, ça a été une horreur. Pourquoi vous étiez contre? Parce que ça ressemblait trop aux brimades scolaires. Mais en fait, je ne suis pas contre. Je suis contre ma totémisation à moi, hein, bien sûr. Mais celle des autres, je trouve que c'est pas mal. C'est-à-dire que non seulement on baptise le jeune éclaireur ou le jeune scout, mais en plus on lui fait subir quelques sévices. Ah, ça c'est pas beau ça. Il n'y a pas besoin de sévices. Ce qui manque, c'est un petit minimum d'idéal. C'est-à-dire que quand on donne à un type le totem de mangouste affreuse ou une chose comme ça a un sens précis. Et tout est dans l'intelligence de la chose. Il faut que le totem ait un sens très précis. C'est ce qu'il avait de temps en temps au temps de mon père, quoi, qui a 88 ans maintenant. D'accord. Et ça avait un sens précis. Il s'appelait Baguet, c'était Bagheera. Et ce nom l'a jamais quitté d'une semelle. Il était obligé, psychiquement, de se comporter comme la panthère Bagheera, quoi. Du livre de la jungle. Oui. Comment voulait-on vous appeler à l'époque où on souhaitait vous totémiser? Je ne sais pas. Vous savez pas? Ils m'ont jamais dit. Kofi Amian, vous avez été totémisé? Bien sûr. Ah oui? C'était, moi, j'étais scout de France au Togo. Vous voyez, comme j'ai eu les ancêtres gaulois aussi. Tout ça, c'était ensemble. Alors. Alors évidemment, on faisait tout ça dans les règles de l'art, totémisation, bizutage, et puis surnom. Moi, on m'appelait Petit Renard Futé, parce que probablement, éléphant lourdeau, ça n'aurait pas collé au personnage. D'accord. Et beaucoup de vos collègues politiciens ou politiques aujourd'hui ont été totémisés. Oui. Vous connaissez quelques surnoms, peut-être, de mémoire? Non, je ne connais pas les... Je n'ai pas été avec eux scouts, mais dans le monde politique, il y a des surnoms, il y a des... Je ne vais pas... Non, je restais sur les scouts. Ouais. Florian, vous avez des révélations à nous faire? Oui, j'en avais stocké quelques-uns, je sentais qu'on en parlerait. Alors, Pierre Jox, c'était lynx énergique. Ouais. François Léotard, zèbre idéaliste. Et devinez qui s'appelait le lièvre agité. Honnêtement, si vous ne savez pas, vous ne trouverez pas Simone Veil. Ah oui. D'accord. Je vais appeler, s'il vous plaît, sur ce plateau, Jean-Louis Foncine qui va nous rejoindre. Monsieur Foncine, venez donc. Bonsoir,
monsieur. Ok. Vous vous asseoir, vous voulez, les deux. Êtes-vous toujours scout? Oui, Oui. on est toujours. On l'est toujours. Vous l'avez été pour la première fois il y a combien de temps maintenant? Ben, je suis sans doute le plus vieux de la salle. Ouais. Je suis entré chez les Scouts de France en 1926. Ouais. D'accord. Vous avez été, Jean-Louis, toujours été attiré par la nature, par l'aventure et donc par une certaine idée du scoutisme très proche de celle de son Je vous créateur. dirais très sincèrement que je ne savais pas du tout ce qu'était le scoutisme. Ah bon? J'avais un camarade de classe qui m'avait dit « Oh, on n'entre pas là-dedans comme dans un moulin, il faut se préparer physiquement, moralement. » Et puis, je vais faire peut-être rire encore tout le monde, à l'époque, je lisais les fascicules de Buffalo Bill. J'adorais. Et puis, les romans d'un certain Jean de la Hire, qui est maintenant tout à fait oublié, et qui écrivait l'as des Boy Scouts, les Boy Scouts dans la Lune, le roi des Boy Scouts, etc. Alors j'étais fasciné. Je m'imaginais que parce que j'allais entrer chez les scouts, il allait se passer des aventures extraordinaires pour moi. Évidemment, je savais bien qu'il n'y avait plus d'Indiens dans le bois de Meudon, mais enfin, j'attendais des grandes aventures comme je les lisais. Et puis, je dois vous dire que j'ai, sur le moment, été un peu déçu. J'ai été un peu déçu parce que, parfois, on m'avait fait immédiatement comprendre qu'il fallait savoir beaucoup de choses, réciter la loi, ne pas se tromper. Il y avait des journées qui étaient bien remplies, avec des horaires calibrés. Si on lançait un jeu et que l'heure était venue de faire soit la cuisine du soir, soit le monter des couleurs, eh ben, il y avait des coups de sifflet, on arrêtait tout, la diligence n'était pas prise, tant pis, et il fallait tout arrêter. Alors j'ai été un peu déçu. Et puis, il y avait peut-être une chance pour les, j'allais dire pour les scouts de cette époque, le mouvement a manqué de cadres. Il y avait beaucoup de vieux chefs à la tête, très haut placés, mais au niveau des unités, il s'est trouvé à cette époque-là qu'on n'avait plus de chefs. De sorte que les petits scouts que nous étions, qui étions devenus au maximum chefs de patrouille, nous nous sommes trouvés propulsés rapidement, et notamment j'ai dirigé une unité de 30 garçons à l'âge de 18 ans. Je sortais d'être CP, mes assistants, c'était les autres CP, chefs de patrouille. Pour ceux qui ne savent pas le mot CP, c'était les autres chefs de patrouille qui menaient la bande avec moi. Est-ce que ce n'est pas le propre des scouts, pardon monsieur, ou des éclaireurs, de donner des responsabilités à des très jeunes personnes, garçons ou filles? Est-ce qu'on peut avoir autant de responsabilités quand on est aussi jeune, ailleurs que dans le scoutisme? Je ne pense pas. Je pense que, enfin, c'est possible peut-être, mais la méthode scout est particulièrement propice, je crois, à ce que des chefs jeunes puissent mener les jeunes. D'ailleurs, c'est le principe de Baden-Powell qui disait le plus beau métier, celui que j'aurais voulu faire toujours et toute ma vie, c'est chef de patrouille. C'était pas un grand chef, c'était pas un grand chef international, c'était chef de patrouille. Qu'est-ce qu'un adolescent qui est passé par le scoutisme a de plus, selon vous, que les autres? Je pense qu'il a un esprit de débrouillardise, une espèce de spontanéité que parfois les autres mouvements de jeunesse ne donnent pas. Avant Baden-Powell, il y avait des mouvements de jeunesse, il y avait des patronages de France, il y avait des sociétés gymniques. Et c'est lui qui, le premier, a inventé le moyen de donner des responsabilités relativement importantes à un tout petit groupe qui s'appelait la patrouille, qu'il appelait lui-même la patrouille. Et en partant de ce petit groupe, c'est en somme un système d'autogestion. Au lieu d'être patronné par des adultes comme l'étaient tous les grands mouvements de l'époque, les mouvements de jeunesse, on donnait la gestion, on donnait la possibilité de se diriger eux-mêmes à un tout petit groupe de garçons dont l'un émergeait qu'on appelait chef de patrouille. Alors c'est la responsabilité, c'est aussi l'autogestion? C'est l'autogestion. Oui. Romain, vous êtes d'accord avec tout ça? Oui. Je suis d'accord sur le fait qu'il y avait de l'autogestion. Hein. Quant à la critique des choses, ça c'est un autre domaine. Non mais sur ce qu'un adolescent qui est passé par le scoutisme apprend de plus que ceux qui n'ont pas connu cette expérience? Pas par le scoutisme, par les éclaireurs. Moi, je suis raciste en la matière. D'accord. Parce que si Dieu est derrière, c'est lui le patron. Vous voyez ce que je veux dire? La débrouillardise, j'étais très choqué par ce qu'on m'a dit tout à l'heure, que Dieu, par exemple, en matière de mixité, on avait l'air de dire que si on séparait les couples, que Dieu serait d'accord.
quoi. Et ça, alors, ça, c'est scandaleux. Hein. Bon, d'accord. J'ai demandé, pour continuer cette discussion, à Monique Mitrani de nous rejoindre. Où êtes-vous, Madame Mitrani? Bonsoir. Bonsoir, Monsieur Francine. Vous êtes membre du Conseil économique et social, ancien commissaire général des Guides de France. Je voudrais vous soumettre une étude qui a été publiée récemment par l'INSERM sur les adolescents, rendue publique il y a 2 ans. On a appris que les adolescents d'aujourd'hui fumaient moins, buvaient moins d'alcool, se suicidaient moins aujourd'hui qu'il y a 15 ans, donc plutôt positif. Et puis on a appris par ailleurs, cette étude soulignait que chez ceux qui redoublent plusieurs fois ou qui ont vraiment un mal de vivre, on observe souvent un manque évidemment d'encadrement et de référence, on le comprend aisément. Est-ce que vous pensez que le scoutisme peut ou les éclaireurs, enfin bon, j'essaie de mettre tout ça sous une seule et même bannière, apporter vraiment des solutions, je sais pas, à ces problèmes qui sont concrets et graves à la fois? Oui, la question que vous posez est une question extrêmement sérieuse, comme toutes celles que vous posez, bien entendu. Merci, madame. Et en plus, je connais bien l'étude de madame Choquet à laquelle vous faites allusion. Je crois en effet que le scoutisme peut apporter une des réponses. Il ne pourra pas apporter à tous les enfants toutes les réponses, parce que le principe du scoutisme, on rappelait tout à l'heure, la volonté de Baden-Powell, c'était de permettre à l'enfant d'être complètement associé à son éducation. C'est-à-dire que l'enfant, on ne peut pas l'éduquer malgré lui, on va lui proposer un certain nombre de projets et il va être associé à ces projets. Et c'est vrai que quand on est associé, qu'on peut tracer son avenir en termes de temps, on est quand même plus à l'aise dans la société et moins désespéré. Ça ne veut pas dire qu'on a tout gagné, mais ça veut dire qu'on est moins désespéré. Je crois qu'en partant des compétences des enfants et en les aidant à grandir dans leurs compétences, on leur donne souvent un sens du succès que quelquefois ils n'ont pas eu à l'école. On évoquait tout à l'heure des échecs scolaires. Eh bien, très souvent, parce qu'on est repris autrement dans le para ou le périscolaire, dans un sentiment de liberté, ce qu'on voyait tout à l'heure dans le camp, eh bien, le gosse réussira, et quelquefois il réussira dans l'aide à son équipe, dans son équipe, parce qu'il a eu accès à des responsabilités à son niveau, là où on ne lui a pas donné, ni dans la famille, ni dans la société, ni dans l'école. N'importe quel enfant, n'importe quel adolescent, selon vous, trouvera forcément son bonheur chez les scouts, les éclaireurs. J'aimerais que tous les enfants puissent le trouver, mais c'est vrai qu'il y a quand même un certain nombre de projets éducatifs dans le scoutisme qui peuvent être récurrents pour un certain nombre d'enfants. Et puis je crois qu'il y a d'autres associations, et d'ailleurs c'est un des points qui font le scoutisme français, c'est qu'il nous faut aussi retrouver les autres associations qui travaillent sur des terrains éducatifs et ont d'autres projets éducatifs, mais qui existent réellement. Vous parliez, M. Weber, tout à l'heure des Cœurs Vaillants. Ouais. Je crois que les Cœurs Vaillants avaient un projet éducatif dans la population ouvrière d'une certaine époque et que le travail que nous avons fait ensemble, souvent ce n'était pas d'ailleurs des querelles entre scouts ou Cœurs Vaillants, c'était des querelles de clergé, permettez-moi de vous le dire. Et ce travail important qui est fait par des autres, nous devons le reconnaître et cheminer ensemble. Et d'ailleurs, lorsque la société doit avoir des projets éducatifs ou accompagner des projets éducatifs, premièrement, ce n'est pas à l'État de le faire. L'État doit se reposer sur ses corps intermédiaires et sur les associations les plus pluralistes possibles pour répondre à tous les projets des jeunes. Il faut être pluraliste dans une société, notamment comme la société française. Géraldine, est-ce que tous les jeunes gens, garçons ou filles qui arrivent chez les éclaireurs arrivent à s'insérer systématiquement? Est-ce qu'il y en a qui partent au bout de quelques jours? Mais ceux qui viennent pendant l'année partent, en général, viennent à une activité, ne reviennent pas parce qu'ils trouvent ça ennuyeux. Parce que c'est vrai que l'année, on fait des jeux. On fait, sinon, on parle du camp qu'on va faire l'été qui arrive. Mais ceux qui arrivent pendant le camp, en général, ils restent parce que c'est là où vraiment on s'amuse, où on se retrouve tous. Surtout que pendant l'année, il y en a qui viennent que l'année ou que le camp et qui ne viennent pas les deux. Donc, En général, ça veut dire tout le temps ou encore, par exemple, cet été, est-ce qu'il y en a qui sont partis pendant le camp? Ah oui, enfin non. Quand on vient au camp, on reste du début jusqu'à la fin. Ouais. On part pas. Chez les guides, vous avez connu des jeunes filles qui n'arrivaient pas à s'intégrer, qui ne s'amusaient pas, qui vraiment à tel point qu'elles avaient envie de partir? Ben, j'ai connu, moi cette année, j'ai eu une fille qui est partie pendant l'année. Donc parce qu'elle ne se sentait pas bien dans le groupe et puis parce qu'elle-même avait des difficultés personnelles, donc voilà, quoi, elle est partie, ça ne lui correspondait plus, on a essayé un petit peu de l'écouter, de savoir pourquoi. Ça n'allait pas, elle reviendra sûrement un jour ou peut-être pas, mais bon, il faut accepter, hein. Il y a des moments où ça ne colle pas, et un échec... Non, c'est comme ça qu'on comprenait, effectivement, ça ne colle pas, il ne faut pas insister. Est-ce que c'est de plus en plus une occasion de loisir ou un moyen d'insertion, ou les deux à la fois? Les deux à la fois. Les deux à la fois, vous pensez? C'est votre opinion aussi, madame?
C'est aussi mon opinion. Parce Je parle dans l'évolution, oui, vraiment. Oui, dans l'évolution, oui, je crois qu'il faut que les jeunes soient... En s'insérant dans une équipe, on s'insère déjà dans un groupe. Et de groupe en groupe, on s'insère de mieux en mieux. Et d'ailleurs, nul ne peut être tout seul dans l'existence. Alors là, Kofi Damian, on est en plein dans votre spécialité, vous qui avez été secrétaire d'État du gouvernement Bérégovoy à l'intégration. Est-ce que vous pensez que le scoutisme est un bon moyen de favoriser l'intégration chez les adolescents? Oui, bien sûr, c'est un moyen. Il n'y a pas que le scoutisme. Tout à l'heure, Monique Mitranine en parlait. Il faut associer tous les mouvements de jeunes qui travaillent dans ce domaine-là. Parlons déjà de ceux qui sont ici ce soir, c'est déjà pas mal. Tous, y compris ceux qui ne sont pas là, les Francas par exemple, ou d'autres. Ouais. C'est tous des mouvements dans lesquels les jeunes apprennent à vivre ensemble. Vivre ensemble, c'est déjà énorme. Vivre dans la promiscuité dans une tente, c'est énorme pour quelqu'un qui sort d'une famille ordinaire, d'un HLM ou d'une campagne où il vivait seul. Et se retrouver là au milieu des autres, c'est un apprentissage important. C'est en ce sens-là que c'est une micro-société où l'intégration doit être un prélude à l'intégration à la société plus générale. Mais ce moyen de fonctionner, est-ce qu'il vous semble être une réponse moderne aux problèmes qui sont ceux d'aujourd'hui avec, je sais pas, l'atomisation de la société, une société de plus en plus urbaine, de plus en plus violente, où il y a de plus en plus de pauvreté, de chômeurs? C'est vrai que même ça, il y a quelqu'un qui a dit que la misère est moins pénible au soleil. Je crois qu'on pourrait dire aussi que la misère est moins pénible quand on est en groupe. Quand on est tout seul dans son escalier, c'est beaucoup plus pénible que lorsqu'on est avec ses camarades du même âge, de la même génération, et qu'on peut parler d'autre chose. Le fait que les chrétiens soient séparés des musulmans, puisque les scouts musulmans, on en parlera tout à l'heure, existent depuis la guerre du Golfe, je ne sais pas si c'est une coïncidence d'ailleurs, les laïcs sont séparés Est-ce que vous pensez que c'est une bonne chose qu'ils soient séparés les uns des autres? Non, ce n'est pas une bonne chose. Je crois que en France, on a une société qui est pluraliste, tout est pluraliste en France. Donc c'est important effectivement qu'il y ait tous les mouvements qui existent. Mais je crois que c'est une atomisation qui n'est pas pardonnable, qui est des scouts juifs, des scouts musulmans, des scouts catholiques, des scouts laïcs, etc. Je crois que dans ce domaine, on pourrait chercher effectivement le sens de la tolérance. Et précisément, qu'est-ce que c'est la base, le fondement de la tolérance, sinon la laïcité telle que nous la connaissons? C'est cela. Je crois qu'il faudrait effectivement revenir à tout ça. On va revenir peu à peu. Est-ce que quelqu'un veut ajouter quelque chose sur ce point précis? Peut-être vous, oui, Geneviève? Oui, il faut être tolérant, c'est vrai, mais je pense que ça ne réduit pas nos différences. Et qu'on est différents et on peut très bien marcher ensemble tout en se sachant différents. Et Romain? Moi, je m'angoisse beaucoup. Plus j'entends les choses, plus je m'angoisse parce que pourquoi? On a l'impression que tout ça est parfaitement utile, n'est-ce pas? Et alors, on évalue le profit possible pour la jeunesse, on évalue ceci, cela, cela, et il n'y a pas la moindre ombre de trace de poésie, quoi. C'est-à-dire que le pauvre gosse, il va se retrouver avec quoi? Avec des non-poètes? Avec des gens qui font de la psychologie, qui évaluent s'il faut équilibrer ceci avec cela. Ouais. Mais qu'est-ce que c'est que cet artisanat? C'est effrayant, quoi. Il n'y a aucun bonheur là-dedans. On ne me parle pas de feu, on ne me parle pas d'Indiens, on ne me parle pas même des chevaliers, des scouts. Non, on estime que ça va être utile pour la jeunesse. Et c'est un langage de gouvernement. Le gouvernement c'est de ma faute, c'est mes questions qui sont mauvaises. Il n'y a rien faire dans ce domaine. Ah, les avis sont partagés. Il n'y a pas de trace d'érotisme dans leur mouvement. Il n'y a pas de trace d'érotisme. Ils croient qu'ils vont passer à côté de l'érotisme, mais ça serait passer à côté de Dieu. Oui. Et d'ailleurs, c'est ce qu'ils font, les pauvres. Mais y en avait-il à l'époque chez les éclaireurs? Mais bien sûr. Oui. Mais déjà, on avait le feu, vous comprenez? Le feu, le droit de faire un feu en plein dans les Vosges, sous les sapins, c'est fondamental. Parce qu'on confie aux mômes... C'est les pompiers qui vont être contents. On confie à un gosse de 12 ans quelque chose qui est dangereux. Oui. Et il faut que les choses soient dangereuses. Sinon, quand on lui dit on te file des responsabilités, le môme il fait hey, oh, bien, responsabilité d'acheter les yaourts. Oui, d'accord. Responsabilité, pourquoi pas une coopérative? Vous me faites marrer. Hein? On va avoir des jeunes chefs comme nous, etc. Tu parles.
Ouais. Ils sont même pas capables de casser la tente. Ils sont même pas capables. Ça se fait quand même, non? Si, ça se voit. Hein? Ça se voit. Ça se voit. Qu'est-ce qui se voit? Ben, qu'il y a des choses qui sortent un peu des normes et des règles qui font que les jeunes s'expriment et peuvent un peu avoir un espace de liberté. Non mais le feu, heureusement qu'il y a du feu. On prend les jeunes pour des oranges, n'est-ce pas? On tire le jus. C'est affreux. Est-ce qu'il oui, bon, je sais pas, est-ce qu'on met un peu le, comment vous dire, on fait tomber la tente un peu de temps en temps, on rigole un peu chez... Non. De temps en temps, mais on essaye que non, parce que le matériel ça coûte cher, mais le feu ça existe toujours et c'est vrai que c'est super. Ah mais il n'a pas le droit d'exister. Il est dans un endroit prévu pour faire du feu. À partir de ce moment, il n'est pas dangereux. C'est pas vrai. Je savais pas que vous faisiez des feux dangereux dans la nature. Frédéric, qu'est-ce que vous voulez dire? Oui, bah moi je voulais parler des feux, avec mes caravelles de 14-16 ans. On a été un soir faire un feu au bord d'une rivière, donc dans un lieu, on marchait dans le noir avec nos petites lampes de poche. Le feu, c'est la vie continue, c'est d'un bout à l'autre du corps. Si on peut s'en passer. Vous voulez quoi? Qui brûle tout comme Attila ou quoi? On a fait une veille de feu, donc chacun son tour, on surveillait le feu parce qu'on va quand même pas mettre le feu. Oui, mais c'est du matin au soir. Si vous faites pas la bouffe dessus, c'est une décoration. Dessus, on fait la bouffe. Oui, ce jour-là. Ah non, c'est pas vrai. J'ai passé mon camp avec des barres à feu. On a fait cuire nos spaghettis. Je vous fais pas confiance. Mais venez voir, vous verrez. Question satellite de ce mini-débat qui nous réunit ce soir. Pourquoi les scouts portent-ils encore l'uniforme, bien qu'ils soient plutôt jolis et très colorés? Ils ont posé la question à nos 4 invités. La tenue. Ah. J'ai posé ma question. Question satellite de ce mini-débat. Pourquoi est-ce que les scouts portent-ils encore la tenue? Ah. Eh ben. Vous entendez ce feu? Et pourquoi chez les scouts, on confond encore les pratiquants et les croyants? Réponse en tout cas de nos 4 invités sur le port de la tenue. Regardez. Le port de l'uniforme, pour nous, c'est véritablement un moyen, là aussi, de marquer notre engagement par rapport aux autres. Je trouve que c'est inutile. Enfin, le port, je veux bien qu'on porte le foulard, mais bon, la chemise plus le drapeau, enfin, je trouve pas ça génial. J'aimerais pas le porter, moi. Geneviève parlait d'un autre terme, elle ne citait pas uniforme, elle citait tenue. Cet après-midi, je vais partir voir le maire, les gendarmes et autres, j'y vais en tenue. Pour leur dire, voilà, je suis scout, que je sois crédible. Quand on a des réunions d'équipe entre nous pour préparer telle ou telle réunion, rassemblement, bon, on est en civil. C'est important cette crédibilité dont vous parlez? Vous dites, quand on va voir les gens avec notre tenue, on est crédible. Je suis sûr que même si habillé en civil, vous l'êtes aussi, non? Non, mais ça donne un peu... Oui, pardon. On peut en placer une quand même. Oui. On est 110 000 scouts de France. On parle au nom de ces 110 000 scouts de France. Cet été, quand on faisait des explorations chez les habitants des Vosges, bon, on représentait les scouts de France. Et c'est ça qui me paraît important, c'est que pour les jeunes ou pour les adultes, on sent qu'on fait partie d'un mouvement, d'une grande famille. Oui. D'accord. Vous avez parlé d'engagement, vous. Qu'est-ce que ça signifie pourquoi L'engagement, non, un peu dans la même optique que... Non, mais juste ma question est la suivante, c'est pourquoi est-ce que vous avez besoin de montrer cet engagement? Parce que je pense que c'est un constat que les jeunes ont du mal un petit peu à prendre leurs responsabilités et que c'est vrai que de montrer que j'ai pris un engagement en devenant scout, je pense que ça peut apporter un témoignage. On vous a suivi cet été à Vézelay-Vincent lors d'un grand rassemblement estival des scouts d'Europe qui partait, je crois, ce jour-là, pour une grande marche qui vous emmenait à la cathédrale de Reims. Tout à fait. Enfin, il y a eu du quart. Il y a eu du quart. Il y a eu du quart pour ceux qui s'inquiétaient de nous voir marcher autant. Non, on marche pas autant. Vous galopez quand même. Hein. On n'a pas une vocation au martyr. Non, on marche vraiment. Combien de kilomètres par jour? Tout est variable. D'accord, alors donnez-moi une fourchette alors. On peut ne rien faire comme on peut faire 20-25 km. Le reportage de Marc Garmirian et de Caroline Coldefy, commenté par Gilles Bornstein évidemment. À tout moment je la regarde et je lui dis embrasse-moi, embrasse-moi.
Jeudi 25 juillet, sur la route de Vézelay, les Scouts d'Europe ont rendez-vous pour leur grand rassemblement annuel. Vincent a 21 ans, il appartient au mouvement depuis maintenant 12 ans et il est chef de clan. Les Scouts d'Europe sont nés en France en 1958. Ils sont aujourd'hui environ 30 000. Très imprégnés de religion, ils valorisent la hiérarchie, le sens des valeurs et le renouveau de la foi. Comment ça va? Bonjour tout le monde. Un quart d'heure de battement. Après on monte dans les bus et on va sur Vézelay. Visite de Vézelay. On prend les repas dans les sacs. Ceux qui ont prévu les repas du midi prennent dans leur sac tout ce qu'on mange et on mangera sur Vézelay. Mais là on a un quart d'heure de battement, ok? Une fois par an, les Scouts d'Europe se retrouvent à Vézelay parce que c'est ici, au temps des Templiers, qu'a été donné le départ d'une croisade. Pour les Scouts d'Europe, la route est plus courte, mais l'objectif est le même. L'idée qu'on a de la route, c'est servir Dieu en servant l'homme. La finalité, c'est d'avancer, c'est d'avancer vers Dieu parce qu'on est catholique et c'est avancer aussi dans notre vie d'homme. Vincent est responsable d'une vingtaine de garçons de 16-17 ans, ce que l'on appelle les routiers. Il se doit de leur enseigner ce que lui-même a appris de ses aînés, la foi, le sens du service et celui du devoir. Ces routiers sont ses frères en scoutisme. Il n'y a pas les liens du sang comme je peux les avoir avec mon frère ou ma soeur, mais il y a un lien, c'est sûr. Je pense que je me sens quelque part responsable d'eux et je suis persuadé que quelque part, eux aussi se sentent responsables de moi. Donc il y a vraiment un lien de fraternité entre nous. Quand il y a un problème, je me réfère à lui et toutes les questions que je peux avoir, je lui pose la question, il y a toujours une réponse. Donc je pense que c'est un lien de grand frère. Réponse à tout, donc aussi à des questions que l'on se pose à cet âge, même quand on est scout d'Europe. Comment par exemple se protéger du sida? Le meilleur moyen de ne pas attraper cette maladie, c'est l'abstinence et la fidélité. Bon. Maintenant, ce souci-là, ou ces deux fondements, tout le monde ne les partage pas. Et si effectivement on se trouve dans une position où à un moment ou à un autre on est devant la chose, devant ce problème-là, il faut bien entendu ne pas hésiter et mettre un préservatif, car on se doit de se protéger et de protéger notre partenaire. Bienvenue en ouvrant ce rassemblement qui, durant 5 jours, va nous conduire de Vézelay à Reims. Ici même, des milliers de routiers se rassemblent depuis 21 ans. Soyez les bienvenus sur les traces de la route et profitez pleinement de ce temps de grâce. Priez dans cette basilique séculaire. Page C68. Jésus, je voudrais te chanter sur ma route. Jésus. L'article 4 du texte fondamental des Scouts d'Europe parle d'éducation dans le sens de la contemplation et du sacré. Résultat, une vie quotidienne tout entière tournée vers Dieu et la spiritualité, avec ces moments précis consacrés à la prière, à la méditation, à l'étude de la Bible et à la messe. Vous ne savez pas ce que vous demandez. Le mouvement est un réservoir pour l'Église française. 30% des séminaristes en sont issus. Il y a ceux qui s'effraient sont préparés pour mon pardon. Vous y allez au pied pour les... Doucement, délicatesse. Les Scouts d'Europe partagent quelques valeurs avec les autres mouvements. Pour eux aussi, il s'agit d'apprendre à vivre ensemble dans la nature. Comme les autres, ils font donc des feux, montent des tentes et préparent des repas. Mais en plus, eux, ils marchent souvent plus de 30 km par jour. Et pour les Scouts d'Europe, ces marches ont des vertus particulières. La marche resserre les liens, car en fin de compte, on est tous à égalité devant les difficultés de la route. Et en fin de compte, on arrive à surmonter toutes ces difficultés que par une volonté communautaire. Et c'est vrai qu'en fin de compte, dans la souffrance de la route, beaucoup de choses s'estompent. En fin de compte, n'apparaît plus que l'essentiel.
Les scouts d'Europe se disent attachés à des valeurs morales et religieuses qu'ils regrettent de voir trop souvent mises de côté dans la France contemporaine. Ils récusent tout rapprochement avec des partis politiques d'extrême droite. Vincent, oh. C'est pas quoi? C'est pas des scouts? C'est pas des scouts, on vous dit. Bah, j'aimerais bien savoir pourquoi. Moi, je voudrais... Vous dites? Ah bon? Quelque chose à ajouter sur ce que vous avez entendu, justement? Non, si ce n'est que... qu'on essaie... Enfin, comme vous avez pu dire au début du reportage, effectivement, on a mauvaise presse. Que, à mon avis, c'est de la méconnaissance. C'est dommage parce qu'en fin de compte, enfin, je dis ça et je le pense très sincèrement. C'est pas une image que j'essaie de donner. Je le vis très sincèrement. On vit notre scoutisme pauvrement parce qu'on n'a pas la vérité. On essaie d'avancer, mais je pense qu'on avance tous vers le même but. On essaie justement d'apporter aux autres, par le scoutisme, mais aussi par... on essaie d'apporter aux scouts, à nos scouts, et aussi aux gens de l'extérieur. Il y a une opération qui se fait au niveau des scouts d'Europe qui s'appelle le Grand Large, on essaie d'emmener des jeunes en difficulté en camp, et on n'essaie pas pour autant de leur inculquer des dogmes. Sont tous des pratiquants ou également des... Non. D'où elle vient cette mauvaise presse, selon vous? On peut faire notre mea culpa nous aussi. C'est vrai que peut-être qu'on n'a pas su se faire comprendre à un moment, mais je crois que c'est de l'incompréhension pour nous, entre guillemets, jeunes et membres du scoutisme européen, parce que... Qu'est-ce qu'on vous reproche alors? Et d'où ça vient? Si vous parlez d'un mea culpa, c'est qu'il y a des fautes qui ont été commises? Non, au niveau de la communication. C'est-à-dire que peut-être qu'effectivement, on n'a pas su expliquer ce qu'on faisait véritablement avec clarté. Mais par exemple, regardez, Vincent, les scouts existent partout, ou presque, dans le monde entier. En 1994, sur les dernières statistiques dont je dispose, on comptait 25 millions de scouts dans le monde. Et pourtant, dans la profession de foi des scouts d'Europe, figure en bonne place le mot de patrie. À quoi il sert ce mot de patrie alors? Mais il sert, enfin, c'est un ensemble. Comment dirais-je? Notre premier service, c'est Dieu. C'est vrai que nous sommes catholiques. Maintenant, il ne faut pas y voir d'extrémisme. Il n'y en a aucun, j'ai entendu. Je ne parle pas de Dieu, je parlais de la patrie. Pourquoi parler de la patrie? Tout à fait. Non, mais on parle de la patrie, on parle de l'Europe, et on parle de Dieu. Et on parle de l'homme, parce que l'homme est le fondement de la patrie, le fondement de la nation, et Dieu est dans tout homme. Donc, en fin de compte, notre but central, c'est ce que je disais durant le reportage, c'est servir Dieu en servant l'homme. Parce que l'homme est à la base de tout. Donc, à mon avis, le mot patrie, il est... Troisième ou quatrième place de la profession de foi des... Tout à fait, parce qu'en fin de compte, c'est une pyramide. Notre société est une pyramide. Elle commence par la famille, elle commence après par notre classe scolaire, elle débute. Mais chaque unité, l'unité fondamentale en est l'homme. Donc effectivement, il y a une unité formée par les hommes qui s'appelle la patrie, il y en a une au plus grosse qui s'appelle l'Europe. Puis on avance tous ensemble, je pense qu'il n'y a pas de... C'est votre opinion? C'est vrai qu'on ne parle plus tellement de patrie, mais on vit dans un pays et on essaye, par les activités, de prendre une place active dans ce pays, de faire du scout un jeune actif, heureux, actif et utile à son pays, enfin oui, à sa société. À la bouteille. Quand j'étais petit, j'aimais pas ça, mais on montait les couleurs. On parlait aussi de patrie, hein, il y a environ un demi-siècle. Et simplement, cette patrie, elle s'occupait de foutre dehors l'armée allemande. Ouais. Maintenant, si on me parle de patrie, on parle d'une patrie qui s'occupe de foutre dehors les pauvres pour rester entre riches. Vous voyez, ça n'a plus rien à voir. On n'a plus le droit maintenant de parler de patrie. D'autre part, cette histoire, ce Dieu-là, pour lequel j'ai une très grande estime, je n'irai pas me le mettre à dos par des propos malveillants, ce Dieu-là, enfin, ils ne l'ont pas inventé. Ils se demandent maintenant pourquoi ils auraient mauvaise presse, mais parce qu'ils réfèrent au Dieu qui est représenté par la plus riche banque du monde. C'est tout. Est-ce que vous pensez que c'est lié à ça, Vincent? Oui, c'est pas... Parce que... Quelle que soit leur opinion. Attends, laissez répondre Vincent. Non, je ne sais pas, il faudrait être plus...
C'est On terrible parlait du d'en Vatican. être là. Moi, je vais faire les scouts de la Banque de France, tu comprends, à ce moment-là. Vous référez au Vatican. On crée sa religion, on s'invente une religion, mais pas celle-là. Enfin. Monsieur Foncine, vous êtes un peu, excusez-moi, la mémoire vivante du scoutisme sur ce plateau, c'est votre rôle dans cette discussion. Est-ce qu'à l'origine, dans l'esprit de Baden-Powell, quand il a lancé les fondements du scoutisme en 1907, le but des scouts, c'était plutôt de se rapprocher des hommes ou plutôt de se rapprocher des dieux, ou est-ce que les deux sont forcément liés? Mais c'était les trois, c'était tout. La promesse scout de Baden-Powell associait Dieu, la patrie, le roi et les autres. Il y avait donc un ensemble dans la pensée de Baden-Powell. Il n'y a plus le roi, en ce qui concerne la France. Enfin, il est disait toujours le en roi Angleterre. parce que c'était chez lui le roi, en Angleterre. Et quand les scouts de France ont rajouté dans la promesse le mot « église », car on promet d'être fidèle aussi à l'église dans la promesse des scouts de France, c'était naturel puisque les scouts de France appartiennent à une église. Les Anglais appartiennent à 3 églises. Dans la promesse d'un scout anglais, forcément, il y a l'anglicanisme, le protestantisme et le catholicisme. Ouais. Donc c'était une logique chez les scouts de France. Maintenant, chez les autres, il est logique aussi de s'en référer. La référence à Dieu était dans Baden-Powell. Ça, de toute façon. Baden-Powell était déiste. Kofi, quand vous étiez scout de France, vous êtes aujourd'hui croyant, pratiquant? Non, mais disons qu'à cette époque-là, vous savez, j'étais à l'école des missionnaires, il fallait tout prendre. Je prenais l'école, je prenais le baptême, je prenais l'église catholique, je prenais le scoutisme. Les Gaulois. Et les Gaulois, je prenais tout. Donc, si vous voulez, c'était pas ça qui me dérangeait. Maintenant que j'ai mûri ma pensée et le sens de la tolérance de la vie entre les hommes, je suis persuadé, maintenant c'est ma conviction, je ne demande à personne de la partager, je suis persuadé que c'est une espèce d'éthique de vie individuelle et collective qui doit diriger la tolérance d'un homme avec les autres hommes, et je suis persuadé que c'est la laïcité. C'est mon point de vue maintenant. Mais je suis prêt à... Pour tout ce qui est croyance, je pense que c'est une sphère privée de chacun. On a le droit de croire, de ne pas croire, de croire à qui on veut, de changer de religion. D'être athée, c'est la sphère privée des gens. Pour tout ce qui est manifestation publique, il faut véritablement séparer, et c'est ce qu'a fait la République française depuis 1905. L'Église est séparée de l'État, et les autres églises qui arrivent maintenant doivent savoir aussi que les églises et l'État sont séparés en France. Est-ce qu'il y a des croyants qui préfèrent les éclaireurs aux scouts de France ou aux guides ou aux scouts d'Europe? Oui. Moi, oui, on a toutes les religions aux éclaireurs de France et on n'en fait même pas attention. Vous êtes croyante, vous? Je suis catholique, oui. Ouais. Pourquoi vous avez choisi les éclaireurs plutôt que les scouts de France ou... Parce que, désolé de dire ça, mais pour moi, les scouts de France et les scouts d'Europe, c'est un peu trop strict. Enfin, nous, pendant mon reportage, on nous a vu rigoler et tout ça. Nous, eux, on les a vus marcher, on les a vus... Enfin, je sais pas, pour moi, c'est un peu trop, disons, ça ressemble un peu trop aux militaires. Vincent. Je suis désolé. Enfin, il y a eu beaucoup d'heures de films, donc je suis sûr qu'il y en a bien la moitié où il y a de franches rigolades. Oh si. Non, moins que chez les éclaireurs, pour être franc. Hein. Vous devez rigoler, mais nous, on ne nous a pas beaucoup vus. On prend toutes les responsabilités, on les prend en souriant. C'est pour nous, c'est presque un jeu. Au niveau de la responsabilité... C'est qu'eux se marrent tout le temps. Oui, c'est ce que j'ai compris. Non, mais nous aussi. Bon. Alors, le rapprochement, parce que je me suis fait tout à l'heure brocarder, vous avez eu raison d'ailleurs quand j'ai parlé d'uniforme plutôt que de tenue, le rapprochement avec les militaires que fait Géraldine, vous le prenez comment, vous? Est-ce que vous le prenez comme un compliment, comme un état de fait, comme une exagération? Je me dis qu'à la limite, on a peut-être les mêmes uniformes que les militaires, mais aussi que les pompiers, puisque les pompiers aussi, puis les pompiers aussi ont bonne presse. Donc, bon, non, je ne sais pas... Non, je n'ai pas l'impression d'être militaire. Vous le prenez beaucoup plus au sérieux que nous. Nous, on le prend un peu, entre guillemets, à la légère. Quelle différence vous faites, Géraldine, vous, entre un camp d'éclaireurs et une colonie de vacances, alors? C'est-à-dire que...
vous laissez pas impressionner. Vous laissez pas impressionner. C'est-à-dire que dans une colonie, déjà, je suis jamais partie dans une colonie, mais... Je préférerais que vous applaudissiez après les réponses de Géraldine plutôt qu'avant. Merci. Je crois que les responsables sont déjà un peu plus vieux. Aussi, aux Éclaireurs de France, on se connaît tous depuis assez longtemps. Moi, ça fait 8 ans que j'y suis, il y en a, ça fait 13 ans, d'autres 5 ans. Et on se connaît tous très bien, on connaît le caractère de l'autre quand il a un chagrin ou quand il est heureux. Et on vit 3 semaines avec lui, jour et nuit, tandis qu'une colonie, toutes les années, il y a des nouveaux qui arrivent comme ça, on ne les connaît pas, on les voit que pendant le camp. Aux Éclaireurs, c'est beaucoup plus familial, on va dire. Merci. On va parler maintenant un peu... Pour vous, ça. Quelques remarques de ceux qui sont dans la salle. Quelques questions peut-être. Ouais. Il y a plein de... Dans un instant, on va faire le tour et puis après je donne la parole. Promis. Parole de scout. Les enfants ne parlent pas. On est en train de parler des scouts d'Europe, il y en a marre. Bon, bah, d'accord, il n'y a pas que des scouts d'Europe dans la salle. Florian, quelques questions. Oui, il y a plein de questions, plein de remarques. D'abord sur tenue, uniforme, tenue. Arnaud nous signale que le terme tenue, contrairement à ce que semble croire l'auditoire, appartient au vocabulaire militaire. On dit la tenue militaire, donc le terme uniforme est plus approprié. Bon. Voilà. Ensuite, toujours sur la tenue, Sylvain nous dit la tenue des militaires, des gendarmes, des contractuels a été plusieurs fois revisitée par des grands créateurs, c'est vrai. Est-ce qu'il ne faudrait pas faire de même avec la tenue des scouts pour lui enlever son côté désuet? Enfin, il avait mis ringard, mais j'ai mis désuet. Je sais pas, vous en pensez quoi, Frédéric? J'ai pas compris. Est-ce que vous trouvez qu'il faudrait, par exemple, à l'instar des contractuels, qu'on appelle maintenant les marinettes, faire appel à des grands couturiers pour essayer de revisiter les tenues de scouts, qu'elles soient plus saillantes, plus modernes? C'est pas le but, hein. Bon. Mais en tout cas, elle est posée, c'est déjà un mérite. Hein. Non, c'est sûr, c'est pas la dernière fringue à la mode, quoi, mais c'est pas le but, c'est un signe d'appartenance et de reconnaissance dans un mouvement. Donc voilà, quoi, moi, ce que j'essaye de faire avec mes filles, c'est qu'elles essayent de comprendre pourquoi elles le portent et d'être assez souple avec ça. Il y a des moments où c'est important de le porter, mais bon, c'est l'essentiel, c'est pas d'être super clean avec sa tenue, l'essentiel, c'est ce qui se passe dedans, et puis là, quoi. Mais je le trouve très bien, alors que c'est tout à fait érotique, à l'humeur. Ouais. Ah ouais. Avec tout ce qui se passe dedans, comme disait Frédéric. Florian. Une dernière question pour tout le monde, sauf pour Alain et Geneviève. Votre femme ou votre mari devrait-il être un ancien scout? Vincent. Non. Géraldine. Non. Karine. Frédéric, pardon, excusez-moi. Peut-être vous appelez Karine. Ah bon? Ça me plaît pas du tout ce prénom. Ah bon, excusez-moi. Frédéric. Oui ou non? Non. Romain, est-ce que votre... Non, quelle horreur. Bon, d'accord. Kofi? Non. Non. Alors, on va parler maintenant un peu d'images que les scouts ont, notamment évidemment auprès de ceux qui ne le sont pas, puisque cette émission, vous le savez, n'est pas regardée que par des scouts, des éclaireurs et autres. Nous avons donc demandé à nos 4 invités si l'image du scout était toujours facile à porter. Regardez leur réponse. Moi, je dirais oui. Moi, je vois, oui. Moi, je vois au milieu professionnel, bon, ils savent que je pars à un camp scout. On en a parlé, on a discuté et c'est bien vécu. Par contre, dans certains cas, c'est au niveau de la famille. Il y a des fois, ça accroche un peu. Où certains ne comprennent pas qu'on soit pas suffisamment famille et qu'on soit un peu avec des jeunes. On nous perçoit comme complètement hors de la société et hors du temps. Quand on est avec nos amis, parfois, on ne le dit pas qu'on est éclaireuse. Il y en a qui se moquent moins de nous, il y en a qui se moquent beaucoup. Et ceux qui se moquent beaucoup, en général, on ne leur dit pas parce que bon... Est-ce que vous avez senti une évolution dans la perception que les gens ont du scoutisme depuis les 30 dernières années, depuis les 30 années que vous faites, que vous êtes scout? Quelle évolution? Il me semble avoir repéré, que certains nous prenaient pour des vieux schnocks, de faire encore du scoutisme. Bon. Et puis, il me semble que ces dernières années, quand on explique ce qu'on fait, quand on parle des camps et de ce qu'on y vit, il y a un certain côté, je sais pas,
pas admiratif, mais c'est chouette ce que vous faites. Et quand on prépare les explorations, enfin pour que les équipes rencontrent les gens du pays, on a l'impression que les gens sont ravis de participer à ce qu'on fait. Oui. Ouais, Vincent? Oui, je crois que justement, il y a une évolution par rapport à ça, où effectivement, on pouvait avoir il y a quelques temps, ou quelques années, l'image du scout un peu... À la Marcel Gottlieb? Peut-être, oui. Et alors que peut-être que maintenant, on se rend un peu plus compte que justement, par la démarche de beaucoup de mouvements qui se tournent de plus en plus vers les milieux en difficulté, bien qu'on est partie intégrante du milieu social et de notre société, vraiment. Enfin. Madame Mitrani, excusez-moi, je pose cette question. Est-ce qu'il y a de plus en plus de scouts ou de moins en moins? Je crois qu'il y a de plus en plus de scouts. D'une part, c'est vrai que dans les dernières années, on s'est aperçu qu'un certain nombre de mouvements qui avaient peut-être perdu un peu d'effectifs, bon, c'est vrai, ne nions pas, on parlera peut-être des grandes périodes à un moment de votre émission, mais après 68, ils étaient moins visibles, on les voyait moins, peut-être portaient-ils moins la tenue ou l'uniforme. Je crois qu'il ne faut pas se battre sur des mots comme ceux-là, sur des signes de reconnaissance. Frédéric l'a fort bien dit tout à l'heure. Et je crois aujourd'hui que les familles... sont assez conscientes du besoin d'éduquer leurs enfants. Et que souvent, d'autant plus que les familles sont séparées, d'autant plus on s'adresse à des communautés, à des regroupements qui peuvent vous aider à accompagner l'enfant dans son équilibre hommes et femmes, avec des animateurs hommes et femmes qui quelquefois ne sont plus présents à la maison puisque le père est parfois à un endroit et la mère à un autre. Je crois qu'il y a là un renouveau d'intérêt. J'en entends devant leur télé qui sont en train de parler de retour à l'ordre moral, là. Certainement pas. Je crois que ce n'est pas de ça du tout dont il s'agit. Il s'agit d'une confiance à des éducateurs qui vont vous aider alors qu'on est un peu perdu dans l'éducation de ses propres enfants. Et je crois que ce n'est pas une délégation aveugle. Et s'il m'est permis de dire un mot par rapport à la délégation aveugle aux racines, aux risques, sur les interventions de M. Yam-Yam tout à l'heure et de M. Bouteiller, dont je n'ai pas le talent, deux choses. Je ne crois pas qu'une société laïque soit faite d'amélie-mélo. Il faut que les gens appartiennent à des racines. Et que ces racines-là et ces différences, on les partage. Je crois très important la démarche qui se fait notamment dans le cadre du scoutisme français de mettre en commun toutes nos appartenances pour avoir des projets que nous portons encore plus loin entre protestants, catholiques, laïcs. Et je crois que c'est ça une véritable société laïque, laïque positive, des endroits où on se confronte dans nos différences, mais où on s'accompagne également dans une société qui a besoin de se construire de cette façon. Deuxièmement, et M. Bouteiller a parfaitement raison, nous sommes dans une société où l'on veut toujours protéger du risque. Et nous, le scoutisme, c'est au contraire d'aller vers le risque sans risque. C'est ça ce qu'on va faire nos animateurs. C'est M. Bouteille, je dis ça quand même. Et je crois qu'il a raison. Il a raison. Aujourd'hui, c'est seulement dans le scoutisme qu'on peut encore apprendre à allumer des feux et donc à les éteindre. Et s'il y a tellement de crétins qui nous allument des feux dans la forêt, excusez-moi, c'est parce qu'ils n'ont pas appris à le faire. Je suis moins poète que vous. Et je dois dire quand même encore un mot, la société ne nous aide pas, car avant les camps, les démarches qu'ont à faire les gens du scoutisme, et du scoutisme français en particulier, auprès des pouvoirs publics, pour que ce soit possible de marcher encore dans des chemins, pour que ce soit possible encore d'allumer du feu, c'est très important. Il faut que les pouvoirs publics en prennent conscience. Un peu de racine. Quelle santé! À cette heure-là, quelle santé! Ils sont épatants. Vous allez toucher un peu à vos racines maintenant, goûter un peu de vos racines. Nous allons remonter en 1908. Il y avait à l'époque 20 volontaires, c'était les premiers scouts. 250 millions de scouts jusqu'à ce jour. Le scoutisme est à l'évidence un gros succès d'audience de ce XXe siècle. Tout le monde le sait, le fondateur du mouvement est Lord Baden-Powell. On dit Baden-Powell, mais c'est Lord Baden-Powell, général en retraite des armées britanniques. Voici quelques images de ses 88 ans de foulard et de tenue ou d'uniforme, comme vous le souhaitez. Regardez. En défense
Défendant l'Empire britannique en Inde, puis en Afrique du Sud, un jeune soldat apprend l'observation, le déguisement, la ruse, tout ce que la langue anglaise appelle scouting. Ayant quitté les armées de sa très gracieuse majesté avec le grade de général, Robert Stephenson Baden-Powell décide de faire profiter la jeunesse de son pays de ce qu'il avait appris outre-mer. En 1908, il réunit 20 jeunes Anglais dans un camp expérimental. Depuis, 250 millions d'adeptes se sont déclarés à travers le monde. En France, le succès est foudroyant. Se créent d'abord les éclaireurs laïcs, puis les unionistes protestants, enfin les scouts de France catholiques. En 1936, Baden-Powell est déjà un personnage honoré. Continuez à pratiquer votre scoutisme, non seulement pour la distraction et le plaisir que vous en retirez, mais pour la joie de lui consacrer tout votre effort sous la forme de bonnes actions et d'amitié envers les autres. Quelle que soit son obédience et sa période d'activité, le scout n'échappe pas à un rite initiatique au cours duquel il doit maîtriser l'érection d'une tente, la confection d'un repas sur un petit feu de braise à la fin du jour. Bref, un scout doit savoir se débrouiller seul en toutes circonstances. Pour entretenir son agilité physique, le scout fait du sport et se fait un devoir de jouer avec ses petits camarades. La débrouillardise n'empêche pas le formalisme. Les débuts du mouvement s'accompagnent d'un protocole assez rigide. Pour tous, uniformes et drapeaux sont de rigueur. 500 scouts, parmi lesquels on remarque les turbans verts des hindous et les voiles blancs des Libanais, marchent vers l'étoile pour apporter aux soldats inconnus le salut de leurs 30 000 camarades qui ont fait avec eux le pèlerinage de France. Formalisme auquel s'astreignent aussi les grands de ce monde. Voici en uniforme une jeune princesse qui sera bientôt la reine Elisabeth. Et oui, car il y a des filles scouts, elles s'appelleront les guides, mouvement dirigé par Madame Baden-Powell, et dans un premier temps, scouts et scoutesses seront hermétiquement séparés. Les esprits les plus étroits pourraient objecter qu'idéal scout et idéal féminin sont contradictoires. Erreur, les deux sont compatibles, comme l'expliquait en 1969 cette jeune commissaire des Guides de France. Ah Boy Scout, Boy Scout, c'est des filles dans l'esprit des gens, hein, c'est un peu faux, c'est des filles avec des gros mollets, des grosses chaussures, qui ne se maquillent pas, qui savent toujours très bien se débrouiller, mais qui manquent tout à fait de féminité. Moi, je me souviens, un des premiers camps de formation que j'ai fait, j'avais dit dans la liste des affaires apportées aux filles d'apporter des bigoudis pour apprendre à faire une mise en pli. Et j'ai des parents mais qui étaient affolés en me disant oui, les éclaireuses, c'est pour faire des jeux dehors, apprendre le morse et des nœuds, etc. Moi, je veux bien apprendre le morse, je suis pas contre. Mais je trouve qu'à l'heure actuelle, savoir se faire une mise en pli ou se fabriquer une jupe, enfin des choses comme ça, est au moins aussi utile. Car le mouvement a changé, même chez les scouts, la vague 68arde a fini par faire des remous. Le rituel a eu tendance à s'alléger et garçons et filles sont désormais mélangés. Les religions en revanche sont de plus en plus séparées. Les 230 000 scouts reconnus par la Fédération française appartiennent à 6 associations différentes, laïques, protestantes, catholiques, juives et musulmanes. Ce sont les derniers nés, les scouts musulmans créés en 1991. Ils sont 3000 et l'islam qui s'y développe est loin de l'intégrisme. Pour faire le lien un petit peu avec ce que la jeune fille disait avec l'image des gros mollets, c'est vrai que c'est quelque chose que je vis assez souvent, parce que bon, je suis une fille complètement normale, je fais la fête, je suis jeune, j'ai plein d'amis qui ne sont pas dans le mouvement, je ne suis pas coincée dans mon truc. Je vais donner la parole à une jeune fille qui est dans le public, Anne-Charlotte Rongier. Où êtes-vous, Anne-Charlotte? Ah, vous n'êtes pas habillée, vous? Ah, Non, parce qu'on m'a volé ma chemise, je l'avais prêtée à un ami et il se l'est fait voler. C'est vrai ou pas? Mais oui, aux États-Unis, voilà. Ah bon. Ah bah, comme quoi la tenue séduit. Vous travaillez dans un cabinet médical, vous avez 24 ans, à 12 ans vous êtes entré chez les guides, à 16 ans vous êtes devenu chef-ten chez les scouts de France. D'abord, première question, est-ce que ces images... 17 ans déjà. 17 ans. Est-ce que ces images d'archives vous ont un peu remué le cœur? Oui, moi j'ai commencé par un cursus particulier parce que j'étais déjà chez les scouts marins, enfin les guides marines. Donc c'est déjà plus particulier parce qu'on privilégie d'abord le bateau. Donc ça n'a pas grand-chose à voir avec le scoutisme traditionnel. C'est assez difficile de concilier les deux. Mais oui, les images sont assez émouvantes, ça rappelle de bons souvenirs. On a été surpris par certains de vos propos quand on a préparé cette émission, notamment par votre vision de l'organisation du scoutisme. Vous avez dit notamment que ce n'est pas toujours un mouvement démocratique. Non, je ne pense pas, non. Je pense que contrairement à ce qu'on pourrait croire à l'heure actuelle, c'est un milieu très très bourgeois.
Et l'intégration se passe pas très bien. Où j'ai été cheftaine, ça a été très très dur dans le sens où il y a eu des barrières pécuniaires qu'on n'a pas pu passer outre parce qu'on n'avait pas de subvention et les enfants ont dû arrêter. Donc je ne crois pas que ce soit encore très démocratique. Bon, aussi bien les scouts que les gays. Visiblement, vous n'êtes pas la seule à le penser. Quel regard portez-vous sur les divisions du mouvement scout, sans parler d'antagonisme, les divisions tout simplement? Je pense qu'il faut savoir un peu oublier les guerres du passé aussi, parce que j'ai eu la possibilité de rencontrer notamment des scouts d'Europe. Ça s'est très très bien passé. Donc, Ah, c'était les scouts d'Europe, ça. Ouais. D'autres fois, ça s'est moins bien passé, mais je crois qu'à partir du moment où, bon, on peut établir un certain dialogue, on se rend compte qu'on a des points en commun, que la pédagogie est peut-être différente, notre façon de concevoir la religion aussi. Simplement, j'estime que quand on est chef, il faut qu'on soit responsable, adulte et savoir dialoguer. Et donc passer outre nos différences. Est-ce que c'est toujours le cas, encore une fois, alors? Est-ce que le dialogue est toujours possible? Non. Non. Je crois que le scoutisme n'est pas encore un milieu très très ouvert au niveau dialogue non plus. Ça s'arrange petit à petit, mais bon. Vous voulez lui répondre? Oui, moi j'ai Si vous voulez descendre, on va parler de nos invités, vous pouvez vous asseoir là si vous le souhaitez. Moi j'ai envie de dire, parce que c'est dommage de globaliser, de dire que le scoutisme n'est pas encore... Ça dépend beaucoup des personnes. Ouais. C'est une question de personne ou une question d'organisation, vous pensez? C'est une question d'organisation ou une question de personnalité? Il y a certainement une part de... Ça suffit, les garçons, oui. Non, il y a l'organisation qui est pour quelque chose, dans le sens où, pour nous, l'organisation, c'est l'organisation hiérarchique supérieure, c'est un milieu qu'on ne connaît pas. Moi, en tant que cheftaine, excepté mes animateurs départementaux, mes commissaires départementaux, le reste, je ne sais pas trop ce qui se passe, ce qui se pense. On nous pond des petits projets, des subtilités de langage du style tenue uniforme. Et nous, avec tout ça, on essaye de faire ce qu'on peut avec les enfants. Donc c'est vrai que c'est loin. Vous aimeriez plus de communication de la part des cadres? Je crois que ce serait très nécessaire, oui. Est-ce que vous êtes d'accord, Frédéric, avec ça? Non. Non, enfin moi, c'est pas du tout ce que je vis, quoi. C'est pas du tout... moi, j'ai une très bonne communication avec ceux qui sont au-dessus de moi, ceux qui sont responsables au niveau régional, qui me font entièrement confiance, qui vont pas m'imposer un... Enfin, je sais pas, si tu as peut-être envie qu'on te donne un projet. Moi, on va pas me le donner, c'est les filles qui vont essayer de le trouver toutes seules. Et c'est elles qui vont le monter. J'attends pas grand-chose des gens qui sont au-dessus de moi, si ce n'est d'assurer quelquefois, quand j'ai un petit peu un problème, je leur demande conseil. Mais sinon, moi, je vis les choses avec mon équipe, et c'est elles qui vont bâtir les choses, en fait, quoi. Et au niveau de que c'est pas un milieu ouvert, enfin, moi, je suis à Montpellier, je suis dans un quartier, je suis cheftaine dans un quartier qui est à la Paillade, où les filles que j'encadre ne sont pas forcément des filles qui viennent des milieux les plus favorisés, qui ont les parents parfois des problèmes financiers, mais on s'arrange. Et enfin, je ne reconnais pas du tout. Déjà, je pense qu'il y a une grande différence entre les guides de France et les scouts de France. J'ai eu l'avantage d'être chez les deux, et c'est vrai que Guide de France semblait un petit peu plus libéral. Vous êtes scout de France? De France. Scout de France? Éclaireur israélite de France. Ah, attendez, je voudrais juste parler avec un scout de France, on en parle à l'instant, je vous donne la parole. Non, mais en parlant du scoutisme français, c'est pas parce que je suis israélite que je veux m'exprimer. Ouais, non, mais c'est-à-dire, c'est vraiment parce que c'est par rapport à la pédagogie, en fait, en général. De notre point de vue, et c'est, à mon avis, ce que partagent les scouts de France, les éclaireurs unionistes, les musulmans, enfin, le mouvement du scoutisme français, c'est avant tout la pédagogie, c'est de faire l'éducation du jeune par le jeune. Et on ne doit pas s'attendre à ce qu'il y ait des cadres qui aient forcément 30, 40 ans, 50 ans. La plupart du temps, les cadres dans les mouvements de jeunesse sont vraiment des gens jeunes, qui ont 22 ans comme moi par exemple, ou un petit peu plus vieux, ou même plus jeunes. Et cette éducation, elle fait que nous, on sait exactement quelles sont les préoccupations des jeunes. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure, l'uniforme, il évolue. Il y en a qui portent des shorts encore, d'autres qui ont des jeans. On ne porte pas forcément tout le temps l'uniforme. Il y en a qui conçoivent le scoutisme pas uniquement par des marches ou par ce genre de choses, mais également par énormément d'activités, que ce soit dans l'eau, que ce soit... C'est pas, le scoutisme en soi, c'est davantage l'éducation du jeune par le jeune, davantage la volonté de transmettre
une flamme, quelque chose qui est... Ça vous attendez assez peu de vos cadres dirigeants, alors, finalement? Mais moi, je suis cadre, en fait. Non, mais ceux qui... C'est des anciens. C'est-à-dire c'est des anciens, on leur demande conseil, etc. Et c'est pas forcément eux qui vont encadrer un camp. Les gens qui encadrent des camps, les chefs de camp, ils ont 22 ans. Ils ont pas 35 ans. Oui, non, tout à fait. Moi... Attendez. D'accord. C'est vrai que moi-même, ayant été chef-ten, c'est vrai que j'ai commencé donc à 17 ans jusqu'à 23 ans. Lors des camps, il n'y avait pas de problème, pleine liberté, ça se passait très bien. Mais c'est avéré qu'il y avait des rassemblements départementaux et autres, où, en fin de compte, on nous disait, voilà, le thème choisi, c'est celui-là. Et même si ça ne correspondait pas du tout à ce qu'on faisait avec les enfants pendant l'année, il fallait qu'on arrive à trouver un lien. Bon, ben ça, c'est très dur. C'est bien dommage. C'est bien dommage, parce que justement, nous, ce qui est important, c'est de... Parce qu'on est jeune et qu'on est proche de ces gens-là, et il y a encore, malgré les 5-6 ans de différence qu'on a avec les enfants, on essaye au maximum d'être proche d'eux, de savoir quelles sont leurs préoccupations, par exemple le sida, désolé, par exemple, enfin des tas de choses qui font qu'aujourd'hui on évolue en fonction de ce qui se passe et qu'on n'a pas besoin de demander, on n'attend pas... Les réponses que vous apportez par exemple aux questions sur le sida sont des réponses que vous pensez intimement, qui sont vos réponses à vous et pas des réponses qu'on vous a dictées. Qu'est-ce que vous répondez à quelqu'un qui vous pose une question? De mettre des préservatifs, de se protéger, de faire attention. C'est le cas chez les guides également? Enfin, oui, ce que je voulais dire, c'était que... Sur ce point précis. Sur ce point précis, j'ai pas eu à parler précisément du préservatif, mais on a parlé des relations et de toutes choses. Et par rapport à l'âge, je crois que c'est important que les chefs soient jeunes, parce que moi, je me rends compte que je les comprends bien, parce que je comprends leurs mots, leur musique, je les connais, j'ai tout un petit peu leur code, et du coup, c'est plus facile de communiquer avec moi. Et je les écoute énormément, elles se confient énormément à moi. Et quelquefois, je suis la seule personne qui les écoute sur des points qu'elles n'expriment pas, qu'elles n'arrivent pas à exprimer à l'école. D'accord, vous êtes d'accord en fait, hein, tous pratiquement, Frédéric aussi. Est-ce que... Mademoiselle, vous rempilez l'année prochaine ou pas? Vous retournez chez les scouts l'année prochaine? Oui, normalement, oui. D'accord, très bien. À propos de l'engagement, justement, nous avons demandé à nos invités ce qu'a changé en eux depuis qu'ils sont scouts, leur engagement dans le scoutisme. Regardez leurs réponses. Je suis plus ouverte et puis bon, je suis plus indépendante. Enfin, j'ai l'impression d'être plus indépendante. Ça donne un souci d'excellence. Chaque camp, chaque rencontre avec des jeunes, ça fait voir les jeunes avec un autre regard. Bon, c'est court. OK. Géraldine, est-ce que vous imaginez, parce qu'on vous a demandé, est-ce que vous allez vous marier forcément avec un éclaireur bon, est-ce que vous imaginez, par exemple, dans 20-30 ans, en train de témoigner dans une émission comme celle-ci, face à mon fils qui vous interrogerait, par exemple, à côté de votre mari, qui serait éclaireur? Est-ce que c'est possible? Est-ce que ça ressemblerait à quelque chose de joli pour vous? Ça ne me gênerait pas. Est-ce que vous voyez aussi, par exemple, éclaireuse encore dans une vingtaine, dans une trentaine d'années? Dans une trentaine d'années... Dans une vingtaine, si vous préférez. Oui. De toute façon, j'ai l'intention d'y rester jusqu'à responsable. C'est-à-dire 22 ans, 23 ans. Ouais. Vous imaginez le scout d'Europe également dans une vingtaine, dans une trentaine d'années, Vincent? J'en sais rien. On avance petit à petit. Si je porte pas l'uniforme, j'espère que je garderai l'esprit scout. Mais non, j'en sais rien. Très sincèrement, j'en sais rien. Je l'espère, mais on ne sait pas de quoi demain est fait. Et... Bon, vous l'espérez en tout cas? Ah oui, tout à fait. Oui. Frédéric? Pourquoi pas, oui, c'est un lieu que j'aime bien, où ça me plaît de donner de mon temps et de mon énergie là. Quoi. Longtemps, pourquoi pas longtemps? Pourquoi pas. Oui? Je pense qu'on le restera toujours un peu moralement, mais peut-être pas physiquement, mais moralement, ça restera toujours. Si je vous pose ces questions, c'est évidemment parce que maintenant vous allez vous intéresser un peu plus en détail à l'histoire d'Alain et Geneviève. Cet été, vous avez encadré, comme chaque année, un camp plein vent, comme on les appelle, avec notamment quelques jeunes qui se frottaient pour la première fois au scoutisme, à ses joies, mais aussi à ses lois, je crois qu'on peut dire ça. Un nouveau reportage de Miguel Gonan et de Gilles Bornstein. Hey, même les vaches viennent vous accueillir. C'est comment ton prénom? Cyril. Bonjour Cyril, là c'est Alain. Bonjour. Bien, ben d'abord, comme c'est marqué sur le grand panneau, bienvenue. Hein, c'est-à-dire qu'on vous attendait. Toute la nature vous attendait. Geneviève est la responsable du camp.
Moi, je suis son aide de camp. Adjoint. On est mariés depuis 30 ans cette année. 30 ans de mariage et 30 ans de scoutisme chacun. Tous les deux scouts avant de se connaître, ils se sont arrêtés au début de leur union et ont repris en 1980. Depuis 4 ans, ils dirigent ces camps plein vent à la clientèle inattendue. Ah, je dédicace à tous mes blocs, tout ça. Comme Souleymane, les 56 jeunes de ce camp viennent de 2 cités de la banlieue de Nancy. Des jeunes en difficulté sociale ou familiale, recrutés grâce à des associations de quartier. Non mais attendez, je vais vous faire l'appel là d'abord. C'est Marco, lui. C'est toi? Sabatin. Non, vas-y. Pour aider Alain et Geneviève, une vingtaine d'animateurs, scouts ou non scouts, qui sont au contact direct des enfants. Les de la haie, eux, sont un peu en retrait. Ils s'occupent de l'organisation et de l'intendance. Ça fait beaucoup, hein. Ah, faut ce qu'il faut, hein. Le matin, ça boit. Ah, 25 francs par jour par enfant. On a calculé qu'avec ça, on s'en tirait. Mais à mon avis, on déborde. Parce que sur les premiers jours, le temps de s'ajuster, on doit être au-delà. Bon, puis petit à petit, avec, comme là on a trouvé un grossiste qui vient nous livrer, on va se sortir un peu mieux. On est 80 et ils mangent beaucoup. Christophe. Est-ce que c'est vraiment des vacances? Parce que là, vous êtes en vacances, vous allez faire des trucs pas très rigolos. C'est des vraies vacances. Il y en a qui rêvent de partir en Égypte ou je sais pas où. Enfin, moi, je prends autant de plaisir à être là, à permettre à des gamins d'être heureux. On se paye avec les sourires des enfants et des grands jeunes, quoi. Enfin, je crois qu'on aime cette relation éducative. C'est vrai qu'avec Alain, on aime bien. On est payé de nos efforts. Vous avez fait des limites? Vous avez mesuré? L'objectif n'est pas de convertir tous ces jeunes au scoutisme, mais d'offrir du grand air à peu de frais. Les 15 jours coûtent 300 francs plus les bons de la caisse d'allocation familiale. Qu'est-ce que tu fais? Je suis en train de couper les racines parce que ça nous empêche de faire le trou. Et vous faites quoi? Le trou pour les toilettes. Vous faites vous-même vos toilettes? Voilà. Ouais. Vous avez pas l'habitude? Non. C'est la première fois. On a un moniteur exprès pour nous indiquer. Ouais les gars, là. On a du boulot à faire. Ici, on applique aux enfants des banlieues le savoir-faire des scouts. Les débuts de la cohabitation sont parfois délicats. Allez hop, viens. J'ai mal au ventre. Oh non, t'as pas mal au ventre. Allez. Vous avez toujours mal à la tête le jour où il faut bosser. Hein? Après Hugo, c'est Arnaud, un autre animateur, qui essaye de faire sortir Souleymane de sa tente. Dépêchez-vous les gars, je vais pas faire ça avec toute la soirée. Attends, regarde, on fait un marché. On va faire un marché, non mais regarde, écoute-nous. Hein, écoute-nous. Oui. On fait le truc que tu nous dis là. Ouais. Mais demain on fait rien. Bah non, demain tu feras pas rien de toute façon. Ah bah non, ça c'est pas normal. Quoi que tu fasses ce soir, tu feras pas rien demain. Allez, hop, on y va. Alors, tu te lèves, tu te présentes. Je sais pas comment on fait. Souleymane a fini par venir sans enthousiasme. Vas-y, vas-y toi. Je m'appelle Christophe, j'ai 14 ans et puis quoi? Ce que j'aime pas le corps, bien le basket et tout. Dès le premier soir et après les présentations, enfants et animateurs rédigent ensemble une charte de la vie en commun dans la nature. Très important. Lorsque vous signez cette charte, à ce moment-là, vous dites « Je suis d'accord pour vivre pendant 15 jours avec tout le monde ». Tous signent, parfois à leur manière, sauf Souleymane, avec qui la guéguerre continue. Pour les autres, l'acceptation de ce règlement intérieur vaut remise d'un foulard dont le porteur n'est pour l'instant qu'une sorte d'apprenti scout. Parole de scout. La charte. Donc il y en a qui l'ont déjà signée, hein, Hugo et... donc il y en a un qui reste un irréductible encore. Ouais, mais... Le lendemain matin, 8h, petit déjeuner, Alain et Geneviève rassemblent les animateurs pour faire le point. On s'est un peu engueulé avant la veillée, il m'a fait la gueule pendant toute la veillée. Le petit jeune qui n'a pas voulu signer la charte, c'est pas pour rien. Hein, il y a une lutte de pouvoir avec le chef. On a
toujours, mais les premiers jours du camp, à poser des limites claires et que les jeunes sentent que ben, la loi, c'est ça. Il faut que quand on sent un chef, un adulte solide en face de soi, ben, c'est plus rassurant que quand on sait que si je le tape dedans, il s'écroule. Hein. En 4 ans, 3000 enfants sont devenus de vrais scouts parmi les 12 000 qui ont vécu cette expérience. L'intégration par le scoutisme, ça marche plutôt bien. Les animateurs de quartier présents sur les camps en conviennent. Reste quand même un point délicat, la religion. Je ne veux pas qu'on parle de religion dans ce camp. Il faut que ça reste laïque. Quoi. Vous êtes musulmans tous? Ouais. Non. Ouais, sauf lui, sauf moi. Pratiquants? Ouais. C'est-à-dire, qu'est-ce que vous faites? Bah, la prière. La prière 5 fois par jour. Et puis, dès que c'est le ramadan aussi. Faut jeûner pendant 1 mois durant. Ouais. Bah, on le fait pas ici. Pourquoi? Bah, il n'y a pas la place. Non, on n'a pas les horaires. Ouais. Ça vous embête? Non. Non, pas trop. Il y a des jeunes qui sont musulmans, et puis on introduit un texte du Coran pour faire découvrir, dire il y a autre chose qui existe. Mais chacun parle de ce qu'il aime. Entre jeunes musulmans pratiquants par intermittence et animateurs laïcs, ces scouts de France n'ont pas voulu renoncer à leur message chrétien. La pratique purement religieuse est remplacée par les temps du matin, moment de réflexion personnelle. On leur demande de faire un temps de silence pour écouter la nature. Ouais. À l'issue de ce temps de silence, c'est de leur faire dire qu'est-ce qu'ils ont entendu. Et après, c'est là que vient le texte. Ouais, Allez, on pourrait à ce moment-là leur proposer soit un texte musulman, soit un texte catholique, là, le psaume 148. Voilà, loué sois-tu mon Seigneur, pour ceux qui pardonnent et supportent, que difficulté par amour pour toi, qui est un peu aussi une ouverture à partir de la nature, tout ce que ça recouvre. Ouais, parce que je vois que là, les chants qu'ils proposent, c'est tiré des deux de Saint François, là, Laudato aussi, et le psaume de la création. Ouais. Et tu les connais, ceux-là? Ouais. Laudato si, o mi Signore, laudato si. Et c'est toujours le même air de... Ici, on pratique donc l'œcuménisme. C'est différent de la laïcité que réclamait Simon. Si on parle proprement des activités, l'approche me convient tout à fait, quoi. Il y a peut-être le côté moralisateur, à mon sens, qui est un peu surdéveloppé pour des gamins venant des banlieues. Est-ce qu'on va quand même pas mettre notre cul dans le feu? Celui-là, c'est du costaud. Ouais, moi je suis dans ma tente, tranquille. Moi je vais te ramener un arbre, tu vas voir. Il était plutôt content d'ailleurs, cet animateur laïque, il a émis quelques réticences sur la religion. Vous comprenez son point de vue également, j'imagine? Oui, ouais. Je vais poser la question à Souleymane qu'on a vu dans ce reportage. Bonsoir, jeune homme. Bonsoir. Est-ce que vous avez fini par la signer cette charte alors? Oui. Oui. Au bout de combien de jours? Comment? Au bout de combien de jours? Au bout d'une semaine. Oui. Pourquoi vous avez attendu si longtemps et qu'est-ce qui vous a décidé finalement à la signer? Gardez le micro. J'avais un peu envie. Ouais. Qu'est-ce qui vous a décidé à la signer au bout de quelques jours? Pourquoi vous l'avez signée? Moi-même. Oui, pourquoi? 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 Pour faire partie du groupe ou parce que vous étiez d'accord avec ce qui était dit sur la charte? Parce que j'étais d'accord avec ce qui était dit sur la charte. Ouais. Après un temps de réflexion donc. Qu'est-ce que vous garderez de ces 15 jours de camp? Des bons souvenirs. Ah bon? Lesquels, précisément? Qu'est-ce qui a été le plus marrant? Les sorties, le raid, tout ça. L'action, quoi, plutôt. Comment? Plutôt les sorties sportives en plein air, d'action. Le tournoi de foot. C'est très pluridisciplinaire. Votre camarade à côté, c'est Karim. C'était comment, Karim? C'était génial pour moi. Ouais. Bah oui. Qu'est-ce qui était le plus sympa? La solidarité entre tout le monde, puis les sorties, et la sympathie des animateurs. Ah bon? Ça vous donne envie d'y retourner? Bah oui. Merci. Joli. Abdelila est dans le public. Vous voulez ajouter quelque chose, Karim? Non. Non. Rien à dire. Il n'y a rien à dire, c'était bien, absolument. Abdelila, c'est vous. Vous avez un micro? Vous avez 21 ans, vous êtes en DEUC de langues étrangères appliquées? Oui, bien. D'accord, je continue. Vous êtes scout musulman depuis peu et pour cause, je le disais tout à l'heure, les scouts musulmans n'existent que depuis 91.
depuis la guerre du Golfe. Est-ce qu'il y a une relation de cause à effet entre les deux? Peut-être d'équilibre. D'un côté, il y a quelque chose de négatif, puis de l'autre côté, il y a quelque chose de positif qui se crée. C'est comme ça. D'accord. Pourquoi vous avez choisi d'intégrer des scouts musulmans plutôt que des mouvements laïques? Musulman, c'est... déjà, tout est venu par le biais d'un ami qui était scout de France. Et moi, je trouvais que c'était sympa quand il me racontait tout ce qui pouvait se vivre en camp ou bien en activité. Et moi, je voulais vivre la même chose. Et j'aurais pu vivre ça dans le scout de France parce que les scouts de France sont ouverts. Simplement, les scouts musulmans correspondent plus à mon identité. Je veux dire, c'est... C'était pour vous assez logique, d'accord. Est-ce que Karim et Souleymane auraient préféré être chez les scouts musulmans plutôt que les scouts de France? Je sais pas comment ça se déroule chez les scouts musulmans, car j'ai jamais été. Je voudrais bien essayer. D'accord. Pas de problème, hein. On discute à la fin de l'émission. Ok. Est-ce que la réaction de Souleymane, le temps qu'il a pris pour signer cette charte, qui était celle du camp, vous a surpris? C'est très rapide, hein, bravo. Sérieusement? Oui, c'est vrai, je sais pas, c'est... Bon, pour moi, il y a certaines choses qui prennent du temps. Je prends un exemple très concret. Je suis chef d'unité, donc dans le district de Lille. Avec les jeunes qu'on a là-bas, je leur impose pas de mettre le foulard. C'est-à-dire que, sauf grandes occasions, le foulard, pour eux, c'est quelque chose qui est complètement étranger, un petit peu de la même manière que la charte. Et pour moi, c'est quelque chose, j'espère bien sûr, un jour qu'ils mettront le foulard par envie, parce qu'ils en auront envie. Et là, je suis content qu'après une semaine, il ait eu envie de signer la charte. Je trouve que c'est très bien pour lui, quoi. D'accord, je vous remercie d'avoir participé également à cette émission. Est-ce que vous avez envie de parler de votre meilleur souvenir de scoutisme? J'ai simplement envie de rajouter la richesse qu'on vit dans l'intergénération. D'accord, ok, je comprends le message. Oui, c'est cet échange. Cet échange, c'est vraiment c'est un lieu où on se donne et où on reçoit énormément. Allez là, ouais. Un peu de micro, le temps que ça revienne. Mademoiselle. J'ai que de bons souvenirs et j'en ai aucun mauvais, donc... D'accord. Vous pouvez y aller. Alors, quand vous avez fait ça... Oh. C'était pour vérifier. Alors, je sais pas... Geneviève, alors disait qu'il y avait cet aspect intergénérationnel. Et moi, je pense qu'il y a des différences, mais peut-être, hein, des différences, mais on peut être complémentaires sûrement. Puis moi, ça me fait très chaud au cœur de voir un petit peu tout ce monde-là, avec bien habillé, belle chemise, tout ça. Et j'espère bien sûr qu'on se rencontrera un autre jour. Et que ce soit le cas. Vous avez des choses? Moi, je souhaite que cette émission elle ait donné envie à des jeunes de venir avec nous pour rigoler et partager des choses. Romain, un petit mot de conclusion? Veillez au romantisme, parce que là, tout ça me paraît des paroles bien boutiquières, quoi, bien... avec juste la dose de psychologie, un peu de chimie, un peu de tout, et puis enfin un amalgame. Et puis un peu de feu au bord des rivières quand même. Ouais. Monsieur Yamian. Oui, je crois que ça a été ma première expérience d'intégration dans un groupe. Vous voyez, ça me poursuit. Hein. Absolument. Monsieur Weber va nous rejoindre pour la conclusion de cette émission. Tous vos applaudissements. Allez, Jacques. La règle de cette émission, pour ceux qui la découvrent, puisque nous sommes maintenant le mercredi et plus le mardi soir, c'est qu'un invité extérieur au mouvement ou au dialogue qu'on essaye d'avoir ensemble pendant toute une soirée
nous dit ce qu'il a pensé de cette émission. C'est donc le premier spectateur de l'émission. Et la règle aussi, c'est qu'après qu'il ait parlé, tout le monde se taise. Bon, en me méfiant de ce que peut être le brouillard et l'imprécision des discussions, des débats, c'est souvent très flou et un peu, on s'y perd. Il y a une chose que j'ai remarqué, c'est que ça m'a renvoyé, ce que disait monsieur, ça m'a renvoyé aux grandes valeurs de la laïcité et de la République. Et je me dis que quand même, c'est beaucoup mieux que les religions puissent se parler entre elles dans des termes laïques, parce que si elles se préservent, si elles se cloisonnent, si elles se mettent séparément à l'heure de ce monde dans lequel nous vivons, il me semble qu'elles peuvent devenir frileuses, donc dangereuses. Et c'est en cela que je prône totalement dans ce que j'ai entendu, en tout cas, si scoutisme, il doit y avoir un scoutisme laïque. Ça, c'est ma première réponse. La deuxième, c'est que j'ai été très, très surpris que la mixité soit encore un débat. Il me semble bien que ça correspond à un autre terme qu'a employé madame. Elle a dit « le scoutisme, c'est apprendre le risque sans risque ». J'avais envie de dire que c'était à la vis que le Canada Dry est à l'alcool et que ça me faisait très peur, cette espèce c'était un petit peu asexué tout ça. Il y avait une grande peur qui se camouflait je ne sais pas où, derrière des termes très mous de monsieur. Alors monsieur, j'ai rien compris, j'ai failli m'ennuyer beaucoup parce que je n'ai rien compris à ce que votre charabia, qui employait des grands termes, mais qui me semble un peu au-dessus de votre logique et de vos raisonnements. Je ne comprenais rien de ce que vous avez dit. Non, non, mais bah oui, vous pouvez, si vous voulez, j'ai rien compris, mais hélas, on n'a pas le temps d'en discuter. Mais les valeurs chrétiennes, tout ça, ça me paraît vague et un peu dangereux. Voilà, qu'est-ce que j'ai retenu encore Sinon... Vous connaissez la phrase, si vous ne m'aimez pas, je ne vous aime pas. Les valeurs chrétiennes ne se font pas au détriment d'une autre. Non, non, mais on n'a pas le temps d'en discuter, mais c'est pas méchant. Non, non, mais tout à fait, mais on vit en tous... J'ai bien aimé que mademoiselle dise d'un seul coup, on a rigolé. Puis enfin, il y a deux choses que je voulais dire. Après, je conclue, c'est peut-être un peu trop long. J'ai adoré, parce qu'il a eu la mission de l'artiste, du poète, il a mis le feu et on lui a répondu. Et ce qui était extraordinaire, c'est que lui qui avait un discours poétique, on a hurlé contre ce discours poétique, on lui a répondu de façon concrète, ce qui voulait bien dire qu'il avait raison, c'est qu'il n'y avait pas de poésie. Ça, c'est la première chose. Et l'autre chose, et je conclurai, c'est quand même très bizarre que 600 personnes hurlent en même temps et aient tellement peur des termes lorsque l'on oppose uniforme et tenue. Ça m'a semblé un tout petit peu inquiétant. Voilà ce que j'avais à dire. Sinon, il y a des choses magnifiques que j'ai entendues, qui sont très belles, tant qu'elles vont dans le sens de la générosité et de la réunion de tout le monde. Voilà. Merci. Florian. Oui. On va faire un appel à toutes les voitures pour une prochaine émission, puisque vous êtes scout, vous aimez forcément les animaux. C'est un peu mou, mais en tout cas, on va consacrer une prochaine émission aux animaux formidables. Les chiens, les singes, les dauphins, des animaux qui aident les hommes, qui sauvent des vies, parfois, et qui font aussi du bien à notre morale. Si votre animal vous a sauvé la vie, ou celle des autres, s'il vous apporte tous les jours un soutien original, par exemple un soutien médical. Bref, si vous connaissez des animaux hors du commun, vous n'hésitez pas à nous appeler par le numéro de téléphone qui va s'inscrire sur votre écran. C'est comme l'indice de Julien Lepers. Et sinon, c'est le 3615 code France 2. Entendu, merci. La semaine prochaine, autre débat, autre thème et autres invités. Le thème sera le suivant. Faut-il choisir entre sa femme et ses potes? Je vous laisse y réfléchir pendant toute une semaine. Merci, bonsoir.